Mauvaise grippe, mais là, faut pas le... DG, si tu vois ça, ne coupe. Bonsoir messieurs, dames. Ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Flavien, bonsoir. Bonsoir DG. Pourquoi on est là, Flavien, concrètement? Ouais, parce qu'on a des mauvaises nouvelles. Vas-y, je te laisse nous les présenter. On a des mauvaises nouvelles au sujet de l'état de santé du cinéma français. Il va pas bien. Il va pas très bien. DG l'avait annoncé. Et je crois qu'on peut tous le voir. L'année du Covid n'a pas été favorable au développement de beaux projets cinématographiques, ou de sorties tout simplement. Et ce qu'on pouvait pressentir déjà depuis de nombreuses années est malheureusement arrivé. Ouais, je pense que là c'est un accélérateur. Du coup, est-ce que tu as pu vérifier si le chef-d'œuvre qu'on a regardé avant était prévu pour un téléfilm? Alors les informations ne sont pas très claires, surtout qu'Internet a tendance à très vite enterrer les choses, n'est-ce pas? Mais visiblement, le film qu'on a maté avant était quand même prévu pour être un téléfilm. Donc pas complètement du cinéma. On a regardé 100% bio pour préparer cette émission, et c'était 100% de la grosse chiasse. Donc un film avec Didier Bourdon, comment elle s'appelle l'autre là qui a grave vieilli? C'était Catherine Jacob, avec Didier Bourdon. Et tu vois, je l'ai même pas reconnu physiquement, donc j'ai oublié son nom. Tout à fait. Et c'est un film de Fabien Antoniente à qui on doit Camping. Camping, Jet Set. Paul Jet Set 2. Il a fait Camping 2 aussi. Il a fait Camping 2 aussi. Il a fait Camping 3 aussi. Il a fait Camping 3. Ah bah voilà, il a que des chefs-d'œuvre. Disco. On va pas oublier Disco. Et donc là, un chef-d'œuvre de plus, un de plus. On va essayer de vous résumer ce film, mais on a besoin de quelqu'un pour intervenir. C'est tout de suite. Bonsoir, écoutez, alors ce soir, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que j'ai perdu le fil de la temporalité. Je ne sais plus quel jour on est, quelle heure est-il. Si nous sommes dans une réalité, si nous sommes dans la matrice, car j'ai fait l'expérience de voir un film français à une heure, et à une heure qui n'existe plus dans notre calendrier romain, je dirais, qui a été 100% bio, et pour le coup, qui fait un parallèle assez particulier, puisque j'avais vu la vidéo Combini avec Kassovitz, qui parle justement du cinéma 100% bio. Je crois que nous avons eu un exemple de ce que ça donne. Une immondice sur pattes. J'ai jamais vu quelque chose qui ne se tient pas debout. C'est horrible. J'en ai marre, moi, de m'infliger ce genre d'expérience. Ça commence, ça finit pas. Ça commence pas, ça finit jamais, ce film. Disons que c'est comme si c'était... Comment dire? C'est comme si c'était une parenthèse qui était ouverte et qui ne se ferme jamais et qui ne mène à rien. Et c'est horrible. Je vous assure, ne le voyez jamais. Vous voyez bien que j'ai de la peine. Vous voyez bien que je suis en difficulté, mais parce que là, c'est au-dessus de mes forces. Franchement... j'ai pas grand chose à vous dire, quoi. C'est Hortensia qui va découvrir l'amour avec des vieux de 80 ans. Bon, je sais pas qui ça fait rêver de voir, mais apparemment, ça fait peut-être les vieux qui vont regarder ce film, j'en sais rien, moi. Enfin bref, on a l'office qui apparemment jouait au Chétan, c'est ce que Flavien me disait. Et qui là on découvre en slip, qui se balade en slip durant tout le film. Non, pas durant tout le film, mais en tout cas elle est présentée en slip. Et voilà, franchement j'ai pas grand chose à dire à part que c'est nul, que c'est pas marrant, que c'est franchement mais vide, ça représente toute la vacuité. On en ressort vide, lessivé, on sait pas ce qu'on a vu. Et pourtant, on sait bien que ça va, en tout cas, rester dans un fond de notre mémoire et ça va ressurgir durant une nuit. Et on va crier comme ça, on va se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà ce que c'est pour moi 100% bio, 100% nul. Voilà, que dire de ce film, Flavien? C'était compliqué, ça représente pas mal de choses qu'on peut reprocher souvent quand on est... amateur de cinéma, en tout cas qu'on aime ce que les films font, quand ils sont des émotions fortes, une certaine ambition, de raconter des belles histoires avec des personnages, des histoires humaines qui peuvent être légères, qui peuvent être lourdes, peu importe, mais avant tout des histoires de cinéma. Là, il n'y avait rien de tout ça. Du coup, c'était très compliqué à voir. On a beaucoup ri cependant. Oui, on a ri. En fait, ce qui est dur pour moi, mais je crois que je l'avais déjà évoqué avant, c'est de voir Didier Bourdon
dans un rôle comme ça. Comme pour Bernard Campan d'ailleurs, on va y revenir également. Mais c'est dur parce que c'est des gens qui parodiaient ce cinéma français de merde dans les années 90 et maintenant on les retrouve cachetonnés à droite à gauche. Je comprends pas, enfin si, je comprends qu'ils ont besoin d'argent, mais est-ce qu'ils se rendent vraiment compte des bouses dans lesquelles ils jouent? C'est ça ma question. Est-ce qu'ils se rendent compte à quel point c'est de la merde? Je pense qu'il y a un renoncement. Et que avant ce qui s'exprimait par l'humour, maintenant s'exprime par le fait que ouais, tu prends le chèque et t'es content de vendre ta soupe après et de participer à ces trucs. Bourdon, je le vois comme ça. Je pense que lui, il est en mode j'en ai plus rien à foutre, c'est terminé. Il a quel âge? 60 balais quasiment? Maintenant, il doit avoir bien 60 ans maintenant, bien tapé. Donc à la limite, bon... Mais alors Campan, lui, c'est encore... On va y revenir. Et bref. Facette. La face cachée du cinéma. Mais 100% bio, écoutez, c'est tout ce qui ne va pas dans le cinéma français. Des scènes de bouffe interminables, des dialogues lamentables, une réalisation inexistante, aucun découpage technique, on est clair, le mec c'est pas possible une seule seconde qu'il ait prévu l'enchaînement de ses plans. C'est de l'improvisation. Ils s'en foutent, ça se voit qu'ils oui, s'en foutent. Ils font plus rien, il n'y a plus aucun effort, et puis c'est des gens qui parlent, comme d'habitude, c'est des visages d'acteurs qui disent des trucs. Et alors, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est à quel point ils jouent tous très mal. Ouais. Parce qu'il y a un niveau zéro d'écriture, du coup les dialogues c'est vraiment les premiers gags auxquels on peut penser, des trucs très 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 faciles. On est vraiment en train de faire une critique de 100% bio là, pour de vrai. Oui, mais en même temps on parle du cinéma français. Moi on me demande toutes les semaines, est-ce que t'as vu des nouveaux films? Que penses-tu du cinéma français? Là, est-ce qu'il y a une évolution? Je réponds dans cette vidéo, c'est pire que jamais. Mais alors là, vraiment, j'ai jamais vu Bourdon jouer aussi mal. Il fait un accent du Pays Basque. Moi j'ai dit à Flavien au début du film, à mon avis le twist, c'est que c'est un Parisien qui se fait passer pour un Basque, parce qu'il fait une phrase sur deux, il a l'accent parisien. Donc il y a un problème. Et il se passe sur rien, évidemment, il y a un personnage homosexuel parce qu'il faut en foutre partout. Moi j'ai rien contre, hein, mais c'est tellement gratuit. C'est la scène, en plus le cliché, tu vois un travelling avec le cul d'un mec pour comprendre qu'ils sont dans les vestiaires de rugby. Et t'as son pote qui fait son coming out, et il faut qu'il dise à son père qu'il a une tête de turc. Alors ce qui est génial, c'est le développement des personnages inexistants. Pendant tout le film, on a affaire à Didier Bourdon, qui est quelqu'un d'extrêmement colérique, intolérant, réactionnaire, etc. Et à la fin du film, tu ne comprends pas, il part sur sa petite mobilette en mode Dumb and Dumber, avec celle qu'on pensait de sa femme. Ah oui, parce que c'est pas clair. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a eu débat. On a eu une grosse discussion dans le film. Parce qu'il faut comprendre que il y a tellement de renoncement en termes d'écriture que même des trucs aussi simples que de savoir de quelle famille sont les personnages ou quelles sont les relations entre les personnes, on n'arrivait pas à suivre. Et du coup, ça permettait de rajouter un petit côté enquête à notre visionnage, qui est qu'on essayait de deviner qui était Catherine Jacob dans le film par rapport à Didier Bourdon. Voilà, c'est ça. On savait pas si c'était sa femme, si c'était sa sœur, si c'était un vieux couple qui était libéré, parce qu'évidemment Catherine Jacob va draguer des vieux sur mamihot.com, parce que c'est un peu actuel quand même. Bah là, il y a des pubs sur BFM TV pour les vieux là, pour qu'ils se rencontrent, donc on est totalement dedans. C'est dans l'époque. Et c'était étrangement compliqué à suivre par moment, tellement il y avait rien, tu sais, en termes de développement, ce que tu disais juste avant. Oui, mais moi vraiment pendant tout le film j'ai cru que c'était sa femme, qu'ils étaient un couple libre, parce que le perso n'a rien à foutre pendant tout le film. Il ne dit rien. Et alors à la fin, on sait pas ce qui se passe, donc il part sur sa mobilette, Dumb and Dumber, avec du coup sa sœur. Et là ils font un plan drone, je pense, tu sais, un travelling circulaire où ils bougent pas. Et alors là, on comprend pas, ils reviennent là au restaurant qui était en une demi-journée. En fait, on n'a pas d'échelle de temps, on comprend pas en fait combien de temps il s'est passé. Mais le lendemain, ils étaient censés faire faillite, pour dire le personnage de Didier Bourdon à un restaurant, enfin une charcuterie, et il faut pas qu'il fasse faillite, il est sur le point de vendre, et en 24 heures, la solution est réglée. Et on ne sait pas pourquoi dans le film. Ce qui est génial, du coup, il arrive au restaurant, et donc, du coup, qui est retapé par son fils homosexuel. Ah oui, et son gendre, parce que son gendre défend le vegan. On n'a même pas parlé de la base comique du film, c'est quand même dans le genre générateur de pitch automatique de films français, un charcutier dont le gendre est vegan. Et qu'est-ce que ça fait d'être un vegan beau parisien qui va à la campagne? Eh ben, ça fait que le film n'exploite même pas ce côté-là. Il n'y a même pas ça. Mais l'acteur, qu'est-ce qu'il est mauvais, celui qui joue le gendre? Je ne connais pas le pauvre. On une pensée pour lui, on l'embrasse, mais c'est vrai que dans le film, c'était pas la folie non plus. On dirait un clone foireux de Charles Berling. C'est très compliqué. Et donc à la fin, ils arrivent au resto, du coup repris par le fils homosexuel et le gendre, qui s'appelle maintenant 100% bio, mes couilles là. Et alors là, on comprend pas ce qui s'est passé. Le personnage de Didier Bourdon, donc Gabi, devient ultra tolérant. Tout d'un coup, il a fait un 180, il est hyper gentil, il accepte l'homosexualité de son fils, il lui dit « mais tu sais, les pères savent tout ». On comprend pas ce qui s'est passé, moralité à rien, 1h30 de vide, mais en fait,
Oui, on s'est marré parce qu'on s'est dit, putain, Bourdon qui joue là-dedans, c'est tellement surréaliste. L'accent, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il fait un accent basque. Ouais. Visiblement, suite aux parce qu'on on est quand même on est dans le journalisme total, on a regardé les interviews de Didier Bourdon après. Didier Bourdon dit qu'il a grandi dans le Pays basque. Mais du coup, l'accent, pourquoi il fait aussi fake et pourquoi il le tient une phrase sur 3? C'est ça, mais... Non, mais tu sens qu'il n'y a pas d'effort. Je crois que c'est un problème aussi de direction d'acteur parce qu'ils jouent vraiment tous mal. Ouais, c'est Il n'y en a pas un qui est bon, il surjoue, il joue pas, il joue à côté. Catherine Jacob, clairement, elle est bourrée. Elle est en roue libre. Ah, elle est bourrée, on peut dire elle est joue bourrée. quelqu'un de bourré, à On sa comprend décharge, pas. mais Quand elle parle, elle n'articule pas, on ne comprend pas. À un moment, elle s'énerve, rien compris à son texte. c'est qu'elle est énervée, quoi. Pas d'effort de photo. Puis il y a un autre truc qui est choquant, c'est qu'il n'y a pas de figurant. Donc à un moment, on s'est dit, on pensait qu'ils avaient tourné pendant le Covid, du coup on excuse, mais en fait non, parce qu'apparemment ils ont tourné ça en décembre 2019, donc avant le Covid. Et donc ce qui est très bizarre, à un moment donné, t'as les personnages, t'as plein de mecs à table, et il n'y a personne dans les rues. C'est le désert, c'est un film post-apo. On s'est demandé si c'était pas un post-apo sur un charcutier, un peu comme Delicatessen quelque part. Mais du coup, il vaut mieux mater Delicatessen, c'est un bien meilleur film. Bien sûr, de toute façon, j'avais parlé de Jean-Pierre Jeunet, c'est évident. Bah, bref, écoute, ton avis, ton verdict final, est-ce que tu le conseilles aux gens? Il est disponible sur le site de France 3 en replay, Alors, si jamais vous êtes ça curieux. se trouve, c'est une occasion à ne pas manquer. Si vous regardez cette vidéo en, je sais pas moi, en juillet 2021, c'est peut-être trop tard. Donc ne perdez pas de temps et allez voir sur le site de France 3 Replay, 100% bio. Et il fallait mon verdict en plus du conseil. Alors on conseille de le voir, mais en termes de verdict, c'est horrible. C'est horrible, c'est tous les clichés, c'est tout ce qu'on reproche au cinéma populaire français. Par la personne qui vous a conseillé Dark Fate et Star Wars 8. Alors jurisprudence sur ça. Non mais sérieusement, c'est tous les clichés qu'on peut avoir sur la comédie populaire. On parle pas des films d'auteur, on parle vraiment de la comédie populaire, c'est-à-dire avec les pitchs qui sortent d'un générateur, les clichés sur la ruralité versus l'urbanité, mais qui n'exploitent rien. On va donner quand même 2 exemples avant de dire de passer à autre chose. Dans le film, il y a une promesse. Dans le film, il y a Didier Bourdon à qui on file des médicaments et on lui dit surtout ne mélange pas avec de l'alcool parce que sinon tu vas danser jusqu'à Pluton. Je cite le film dans le texte. À aucun moment Didier Bourdon ne danse ou n'a d'effet secondaire. Oui, il se passe jamais rien, c'est que pour la blague gratuite, un peu comme dans Les Bronzés 3 d'ailleurs, ça m'a fait penser. Tout à fait. Alors je pensais qu'ils feraient la blague, tu sais, que le fils allait faire son coming out en face de son père qui ferait un infarctus, mais ils ont pas osé. Non. Quand je fume comme ça, Flavien, je te rappelle qui? Ah, dis-moi. Qui fume comme ça dans le cinéma français? C'est un auteur, il écrit des livres. Tu vois pas, il a les cheveux longs, il s'est beaucoup laissé aller. Ah, tu me colles. Très bon auteur. Très bon auteur. Un des meilleurs des années 90. En France. En France. Il a joué dans un film avec Gérard Depardieu. Du coup, je voulais faire une petite référence. Oula, excuse-moi, je ne l'ai pas du tout. Et du coup, Talasso, avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. Ah bah oui, c'est Houellebecq qui fume comme ça. Ah ouais, il fume tout le temps comme ça. Et du coup, ça lui réussit pas. Hein. Tu l'as vu ce film? Non, je n'ai pas vu. Bah écoute, je peux te le conseiller parce qu'on a vraiment 2 personnes, Houellebecq et Depardieu, qui ont renoncé à tout. Là, c'est vraiment le renoncement. Tiens, quand tu me parles de renoncement, parce qu'on va revenir sur Campan, pour faire le lien avec Bourdon, le renoncement pour moi, c'est Houellebecq et Depardieu. Ouais. Des mecs qui n'en ont plus rien à foutre, ils ont laissé tomber. Et le film parle de ça. Tu vois, c'est vraiment 2 épaves humaines qui se retrouvent en Talasso. Ils se jouent eux-mêmes, je suppose. Ils se jouent eux-mêmes. Voilà, ils s'appellent Gérard et Michel. Et c'est une catastrophe atomique, il se passe sur rien. Et je crois qu'en fait, ce film fait suite à l'enlèvement de Michel Houellebecq. Ah d'accord. Tu l'as vu ou pas? Ah oui, ça j'avais vu. Qui était très étrange. Très marrant, mais un peu marrant, comédie surréaliste. Il y avait quelque chose de marrant. Ouais. Là, je crois que c'est le même mec, mais je suis pas sûr. D'accord. Et c'est catastrophique. Après, il y a 2-3 scènes. Oui, c'est une suite parce qu'on retrouve des personnages du premier. D'accord, très bien. Il y a toujours le côté un petit peu comédie au 30e degré. Ouais, mais c'est vraiment... c'est pas bon. Mais est-ce que c'est plus intéressant que 100% bio? Ah oui. Ah ouais, non mais c'est pas dur parce que là on est vraiment dans les abysses, dans le fin fond des chiottes. Non, je suis quand même rassuré de savoir que c'était produit pour la télé, pensé pour la télé, parce que sinon là c'est pas... Il y a aucun effort de réa, à aucun moment. Ce qui fait peur, c'est qu'on s'est posé la question. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de voir des comédies françaises qu'on se... Enfin, si on s'est posé la question, est-ce que c'était fait pour le cinéma et à cause du Covid ils l'ont sorti à la télé, c'est qu'il n'y a pas de différence en fait entre les films qui sortent au cinéma, toutes ces comédies populaires françaises qui coûtent un fric astronomique au passage. Bien sûr. On ne sait pas pourquoi et qui ne ressemblent à rien, qui sont... Ce sont encore une fois des gens qui parlent. Si on ne sait même plus faire la différence entre des téléfilms et des films de cinéma, c'est qu'on est vraiment devant de graves déconvenus, hein, il faut le dire. Ah oui, mais là, écoute, La Face Cachée, du coup. La Face Cachée, donc c'est un film de Bernard Campan sorti en 2007. J'étais curieux parce que moi j'aime beaucoup Bernard Campan. Bien sûr. Je l'aime dans beaucoup, enfin je l'ai mis dans Le Cœur des Hommes comme tu le sais. Bien sûr. Évidemment, moi je l'adore dans Paris, dans Les Trois Frères, tous les sketchs des Inconnus. Immense. On le porte en tant que Français, on le porte dans notre cœur. Tout à fait. Et j'étais curieux de voir un film qu'il a fait, réalisé, écrit tout seul. Voilà, comme un grand. Voilà, comme un grand. Le film de la maturité, selon ses mots, avec Karine Viard. Qu'as-tu pensé de ce film, Flavien? Écoute, déjà, je tenais en avant-propos à te remercier de m'avoir montré ce film. En revanche, c'était une
torture. C'était un enfer, mais absolu. Et pour le coup, c'est rigolo, parce que ça fait le lien, comme tu disais, entre les deux inconnus. C'est-à-dire qu'on a Didier Bourdon d'un côté et Bernard Campan de l'autre, et ça fait le lien entre deux extrêmes du cinéma français aussi, qui sont d'un côté la comédie populaire, complètement populiste, débilos, et de l'autre côté, le film d'auteur d'une prétention. Ah ouais. Vous savez, le cliché, on dirait, comme tu l'as dit tout à l'heure, un sketch des inconnus. Je propose que la personne qui est venue tout à l'heure pour le résumé revienne. Ce serait une super idée, ça. Ouais, c'est maintenant. Écoutez, pour ce film, j'ai décidé de rendre honneur au génie de ce film, justement, et de la vision artistique qu'a eu Bernard Campan, le nouveau Robert Hossein, à inscrire son nom peut-être Kojima sur toutes les surfaces de cet encart de ce film, sur toute la pellicule même. Et disons que la face cachée a été pour moi le coup de grâce. Franchement, enchaîner 100% bio et la face cachée, croyez-moi que vous n'en sortirez pas indemne. Vous avez vraiment le penchant et le pendant de deux extrémités. Mais c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme. Là c'est clairement deux faces du cinéma qui me répugnent, qui me révulsent même. Et la face cachée, disons que c'est clairement le genre de film qui se prétend film d'auteur et qui n'a d'auteur que le nom de Bernard Campan, quoi qu'on en dise. Qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle plutôt ce film? J'ai pas tout suivi, la vérité, c'est que pour ma part, de ce que je retiens là, c'est-à-dire la seule image que j'ai de Bernard Campan de la face cachée, c'était un espèce de Silent Hill, très bizarre, un trip Silent Hillesque. Il manquait que la musique d'Akira Yamaoka, et on a complètement des scènes, mais Silent Hill, et on a des phases avec Karen Vière, je crois, où elle est totalement dans la peau de Marie de Silent Hill 2, la Marie Sutherland, où elle est dans des phases comme ça un peu lunaires, justement, un peu hors sol, un peu éthérée. Elle est là sans être là, elle est en contretemps, en décalage avec ce monde, cette réalité. Elle rigole à des trucs, comme ça, elle éclate de rire. C'est malaisant, moi ça m'a gêné tout ce film. Il manquait plus que, je vous jure, pour moi c'est plus un film, c'est plus une représentation fidèle de Silent Hill que le film Silent Hill, c'est un truc de dingue. Donc Bernard Campan, GG pour ça. Enfin bref, on a Bernard Campan qui se réveille nu. Il se réveille à demi nu, c'est-à-dire qu'il a une espèce pas de manteau, mais d'un pull très, très large, qui couvre toute la partie de son corps, c'est-à-dire même pas un t-shirt, c'est un pull un pull à manches longues tout simplement, et là on le voit quoi? Qu'il est nu sous ses jambes, pas sous ses jambes, mais nu en bas quoi. Moi ça m'a fait penser bien sûr à Fabrice Luchini, à la scène où on voyait le mec à la plage, la déglingue totale. Voilà, c'est clairement le mec qui s'est dit je vais montrer ma contestation de notre monde, mon indignation de justement cette routine. Il voulait casser la routine, tout simplement. Il voulait faire quelque chose qui dénotait, etc. Sauf que voilà, c'est raté, je suis désolé. Toutes les scènes mais de dialogue, d'exposition, mais c'est vraiment entre guillemets des idées de raccords. Il a voulu faire des raccords, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ça? Il a voulu faire des raccords avec des dialogues, avec des questionnements existentiels, philosophiques, sur les arbres. À un moment donné, il y a un passage où ils font un aller comme ça, avec des arbres, des chênes. Ils arrivent au bout, ils se disent, on retourne sur ces trucs. Ils font le sens inverse, ils parlent je sais pas, de leurs doutes, de leur discussion, comment dire, de leur angoisse tout simplement. Et il lui dit, qu'est-ce que tu penses de la vie? Tu crois pas qu'il faut... Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, moi j'ai pas tout su. Il lui dit, on n'a pas assez de temps sur cette terre, ne crois-tu pas qu'il faudrait faire les choses les plus importantes? Elle dit oui, je sais pas. Croyez-moi que oui, je sais pas, ça va être la tirade qui va être utilisée et réutilisée à outrance sur ce film. Peut-être, je sais pas, la noirceur de mon café abreuve mon désespoir, je suis submergé par le flot,
du canoë-kayak, du torrent de la vie qui nous engloutit. C'est moi qui ai écrit ce film ou c'est quoi cette histoire? Des millions et des millions, tout ça pourquoi? Pour un truc qui ne tient pas debout, qui n'a pas de sens, tout ça sur du bac. Moi, j'ai pas compris le bac. Déjà qu'il y a un film que je entre guillemets, je mets dans ma liste rouge de Maniac, là, comment ça s'appelle, avec, je crois c'est pas Alain Poiré, Gaspard Noé. Alain Poiré, je sais pas qui c'est, mais Gaspard Noé qui avait mis du bac sur Charlotte Gainsbourg qui faisait des scènes, mais Starfola, Leicester et Rasfé Shalom. Mais disons que c'était les 4 blagues de DG, mais c'était pas pour avec un couteau qu'ils avaient. Enfin bref. Là c'est du bac, c'est une fugue qui commence. Croyez-moi que j'avais envie de fuguer. Quand j'ai commencé à voir ce film, j'ai dit jamais je reste à voir 10 minutes, plus de 10 minutes ce film. J'ai vu les 1h30. J'ai vu les 1h30. La ligne conductrice, c'est la fugue de Bach et le fait que Bernard Campan s'énerve durant tout le film parce qu'il n'arrive pas à jouer la fugue de Bach. Glenn Gould aussi n'arrivait pas à jouer toutes les fugues de Bach. C'est pas pour autant qu'il cassait le piano ou qu'il s'énervait contre le monde ou qu'il avait des doutes existentiels et qu'il prenait la tête à tous les membres de sa famille, à sa femme. Il dit j'en ai marre de ce monde, plus rien ne marche. Tu sers à rien, tu fais que boire. Non, bah ça c'est le twist, mais tu sers à rien, tu me parles de tes vêtements, j'en ai marre, mais j'arrive pas à construire un meuble, j'arrive pas à construire une armoire, le monde est nul, I'm fed up of this world, voilà quoi. Voilà, c'est un espèce de The Room, mais français, avec des dialogues nuls, existentiels. Peut-être qu'il y a une profondeur qui nous échappe, j'en sais rien moi. Et donc on a ce Bernard Campan, voilà, qui est complètement dans ses pensées durant tout le film. Il est comment? Il n'y a aucune expression qui se dégage. C'est clairement le mec transparent où les choses se passent et lui, je sais pas, il transperce les scènes, il passe, il trépasse même, je dirais. J'ai envie qu'il trépasse, moi. À plusieurs reprises, j'avais envie qu'il trépasse. À un moment donné, j'ai même cru à la délivrance lorsqu'il s'est jeté d'un pont. J'ai dit enfin, il a compris que ça menait nulle part. Enfin bref. Tout le film, c'était entre guillemets, la tension se créait sur ce que faisait la femme, l'épouse de Bernard Campan, Isa, qui justement s'absentait durant 5 minutes. C'était toujours des moments où elle s'absentait durant 5 minutes, c'est-à-dire des durées très courtes. Et la seule chose dont Bernard Campan soupçonnait Isa, c'était qu'il l'a trompé, quoi. Qu'elle le trompait plutôt. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais en 5 minutes, ça me paraît court, quoi. Enfin bref. Et là, il y a des scènes bizarres, quoi. Il range chez lui, il commence à toucher un truc, elle crie « Non, ne touche pas à ça !» Il commence à faire entre guillemets des engueulades parce qu'il avait touché le jeu, l'espèce de jeu de société. Il lui dit « Mais pourquoi tu touches à ça ?» Il était bien... Qui a envie de voir ça? Mais moi, certainement pas. Moi, je l'ai vu. J'ai plus envie de voir ça. Comme je vous dis, c'est vraiment des scènes mais du quotidien, mais même pas du quotidien. Personne ne vit ces scènes et personne n'a envie de les vivre. D'accord? Donc arrêtez de faire des espèces de fantasmes sur la vie des gens qui n'existent nulle part, à part dans votre esprit malade de dégénéré qui s'ennuie. Moi je pense vraiment que c'est des films de gens qui s'ennuient et qui n'ont rien d'autre à raconter que des névroses de gens comme ça, de leur névrose d'artistes qui m'énervent. J'en ai marre, je suis énervé, ça se voit. Enfin bref, on a Bach qui continue à hanter notre personnage et qui se casse la main en plus. Bon, enfin bref, le mec se casse la main et tout. On apprend surtout pourquoi moi je lui dis ok, c'est un pianiste de dingue, le mec apprend Bach, il apprend des fugues, il va faire un récital de dingue. Et je sais pas, une tournée mondiale, un truc. Tout ça c'était pour le mariage de son frère, face à 2 pecnos, deux mecs, deux vieilles. Et le mec se mettait une pression de... Il se mettait une pression de dingue. Tout ça pour un mariage face à normal, quoi. Et le mec, il voulait jouer une fugue de... Déjà, on joue pas de fugue de Bach à un mariage. Ok. On joue l'espèce de truc de Mendelssohn, truc classique, mais la fugue de Bach, excusez-moi. C'est pas pour critiquer les mariages, mais... enfin, bref.
Et donc tout ça, on apprend à la fin que la femme ne trompait pas Bernard Campan qui se cache dans des armoires comme ça, au lieu de confronter le réel, le mec se cache dans des armoires pour surprendre sa femme, et on apprend qu'elle est au final alcoolique, qu'elle se saoule, et que la face cachée... Regardez, la face cachée, le titre du film s'explique à la fin, où nous avons une scène totalement, mais lunaire, la face cachée de la lune, moi. La face cachée, où nous avons Bernard Campan et Karen Viard, c'est pour ça que j'ai pris cette pause, qui se mettent face à une fenêtre, le doutage, et on a Bernard Campan qui regarde comme ça, un regard vide. Et nous avons Karen Viard qui fait un espèce qui fait, je sais pas, elle fait une espèce de rotation, elle tourne autour de lui comme ça. C'est bizarre, la gestuelle corporelle de cette scène est bizarre. Elle fait le tour, elle se met sur son dos, et là elle avance dans l'ombre, et là on comprend que c'est elle, la face cachée. Donc ouais, avis sur le film, les répliques, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu es ressorti grandi du film? Parce que Bernard Campan aimerait que tu vois ce film comme tu vois un Cassavetes, un Piala... un Haneke. Un Haneke, voilà. Il se réclame d'Haneke. Absolument. Et écoute, ce film, écrit, réalisé et interprété par Bernard Campan, d'après une idée de Bernard Campan, qui suinte le Bernard Campan. Visiblement, Bernard Campan avait très envie de nous montrer qui était Bernard Campan au-delà de Bernard Campan. Si j'ai dit Bernard Campan 30 fois dans la même phrase, c'est probablement parce que le film m'a donné envie, je vais le résumer le plus facilement comme ça, le film m'a donné envie, le pauvre, de lui foutre des grosses patates. Alors je ne suis personne évidemment, et j'adore Bernard Campan, exactement comme DG, c'est un héros d'enfance, des inconnus, j'en suis dingue, etc. Mais quand tu vois ce film, ça dégage une antipathie, t'as vraiment envie de lui mettre des claques et de lui dire de se réveiller. C'est très dur, mais c'est d'une prétention à un moment donné, en fait t'as sa femme qui choisit entre deux robes, et alors lui il répond, parce qu'il est dans les nuages, elle dit mais ça va pas? Et il répond non mais tu sais, moi j'ai conscience qu'on va mourir, que tout ça ça sert à rien, et toi tu me parles de tes robes, alors vraiment... Quand tu parles, je décroche. Je décroche. Voilà. Et en fait il y a un faux suspense tout le long du film, parce qu'il croit que sa femme le trompe, parce qu'elle s'absente pour tout, n'importe quel prétexte. Et en fait à la fin on découvre, ah oui parce que le film est entrecoupé de plein de scènes, de témoignages de gens avec de très mauvais acteurs, et à chaque fin de phrase, les mecs qui regardent la caméra avec l'air je vous pose une question, qu'est-ce que vous en pensez? Et on s'aperçoit à la fin que sa femme ne le trompait pas, mais qu'elle allait dans une réunion d'alcooliques anonymes. Voilà. C'est le twist de fin. Et si je fais un pas... désolé, on a grillé le twist de fin. Oh bah, tu sais, on s'en fout, je crois. Mais on peut, si vous voulez vraiment la prétention incarnée, quand vous allez voir le film, vous vous dites c'est pas possible que ce film ait coûté ne serait-ce qu'1 €. Mais c'est ça le problème. Ouais. En fait, le problème. Si t'évaluais le budget, en étant très généreux, tu donnerais combien? Je sais pas, j'espère, mais je n'y connais rien, mais j'espère que c'est un film à 3-4 millions d'euros, maximum. Histoire de, comme on dit, de payer tout le monde, que tout le monde soit payé, que tout le monde puisse manger autre chose que des pâtes à la tomate à la régie, et que, je sais pas moi, qu'on puisse avoir des lieux un minimum jolis, des choses comme ça. Et évidemment, les trois pauvres acteurs qui se battent en duel dans le film. Mais à part ça... En fait, c'est encore une fois, comme l'était 100% bio pour les comédies populaires, une enfilade de tous les clichés qu'on se fait du cinéma français d'auteur. Ça commence sur Bernard Campan, qui se réveille dans son lit sur une voix off avec du bac en fond, et lui qui se lève cul nu, évidemment, histoire qu'on voit le cul de Bernard Campan dans les 20 premières secondes du film. Ah oui, vu que je vous avais je m'étais absenté, du coup j'avais oublié ça. Oui, bien sûr, mais toi t'étais un pur, tu l'avais déjà vu 30 fois, ah ce oui, film, oui, au minimum. Mon film de chevet. m'a fait réfléchir sur la vie. Les trois frères et la face cachée de Bernard Campan. Et le film est une succession de scènes. Comme d'habitude, on boit du vin au restaurant, on parle des choses de choses qui n'ont aucun intérêt, des petits dialogues à double sens, un petit peu subtils, des longs silences entre les dialogues entre les gens, un petit peu de poésie lunaire à des moments, mais pour un final, un film complètement plombant. Il est déprimant. Ah, c'est déprimant, et déprimant et hilarant en même temps. Ah oui, c'est un cliché, c'est le doutage. C'est le doute, non mais c'est ça, et ça vient de Bernard Campan, c'est ça le problème. En fait, ça viendrait de n'importe qui, mais pas les inconnus. Je lui dirais, bon, ok, bon, c'est de la merde, c'est le cinéma français habituel, mais non, mais ça vient de deux mecs que j'adorais qui se foutaient de la gueule précisément de cinéma d'auteur prétentieux. Ah, c'est la métaphore du canoë, enfin, il y a tellement de trucs qui vont pas. Oui, c'est vrai que en fait, Bernard Campan passe le film à faire des métaphores sur tout et n'importe quoi, que la vie c'est comme un kayak, parfois on réfléchit qu'on est là et qu'en fait on imagine qu'on est déjà ailleurs. Que des espèces de phrases empoulées en boucle, où il fait la morale à absolument tous les autres personnages. Du coup, il en ressort ultra antipathique. Et le problème, c'est que c'était apparemment un film très personnel qui m'a donné l'impression de me connecter, ça se trouve je me plante, de me connecter directement au vrai Bernard Campan. Et j'avais pas envie de le voir comme ça en fait. Mais c'est ça, parce que tu pourrais te dire qu'il joue un personnage, mais quand tu l'écoutes en interview, c'est vraiment lui.
C'est ça. C'est... Alors comment on peut avoir du recul au point de faire des sketchs comme ça une vingtaine d'années avant? Je pense qu'ils étaient plus jeunes et après t'as eu la crise de la quarantaine. Et vouloir prouver quelque chose, vouloir montrer qu'on est un artiste. Vouloir montrer qu'on est un artiste. Mais c'est pour ça que je t'ai montré après une interview d'un mec qu'on a connu à l'époque tous les deux en école de cinéma. Parce que c'est le même genre de mec. Et finalement, tu vois, comme tu disais justement, en fait, ces gars, après, c'est des marchands de tapis, ils viennent vendre leur caca. Je crois qu'ils sont persuadés de faire de la cam. Et puis c'est comme Bourdon, tu sais, quand tu l'entends parler de 100% bio. Là, par contre, ça sent vraiment le cynisme. Ouais. Le rôle était magnifique, c'était un bon rôle à défendre. Vous êtes l'intervieweur qui lui dit vous êtes génial dans le film et qui lui répond ouais mais il n'y a pas de comédien géniaux, il n'y a que des rôles géniaux. C'est 100% bio dont on parle. C'est incroyable et tu te dis que comment tu peux accorder de la valeur aux choses et avoir de l'intégrité si sous prétexte qu'on t'a payé un chèque et qu'il faut soutenir un projet auquel t'as participé, tu te mets à mentir à toi-même, parce qu'on le sait très bien, on le voit 100% bio, on n'est pas con, on voit que le rôle il s'en fout Didier Bourdon, il s'en moquait, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est moi qui me plante à me dire que une espèce, tu vends ton âme quand tu fais ce genre de choses ou... Parce que Campan à la limite, il a fait son petit caca artistique, il est persuadé lui d'avoir fait un truc... Enfin, il a livré sa proposition artistique, quoi. Elle est très ampoulée, très égotique, mais à la limite, il y croit, lui, quand il doit vendre son truc. Mais Bourdon, on arrive à un truc qui est... c'est du confort. Non, mais oui, non, mais je pense qu'ils y croient vraiment, et puis ça fait tellement longtemps que c'est dans ce système, et que t'as des journalistes qui viennent leur cirer les pompes. Non, mais ils vivent dans un autre monde, tu comprends? Ils se rendent vraiment pas compte, ils ont pas le regard qu'on peut avoir sur ce cinéma, et comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce qu'ils comprennent pas, tous ces producteurs français, en continuant à produire toutes ces merdes, c'est que le public qui allait voir ça, ils avaient, je sais pas, 30, 40 ans, 50 ans, tu vois, mes parents y allaient, tes parents aussi certainement, nos grands-parents. Et cette génération maintenant, tu vois, bon, une fois qu'ils seront tous partis, nous, après, on va un jour arriver aux 40, 50, 60 balais. D'ailleurs, pour moi, très prochainement pour les 40 ans, hein. Il me reste plus que 4 ans, non, il me reste 5 ans et demi avant d'y arriver, c'est chaud. Nous, on va pas consommer le cinéma. On n'est pas le public, on n'est pas la cible. Non, on n'est pas la cible. Est-ce qu'ils vont encore proposer ça dans 10 ans? Il faut voir à quel point cette cible sera toujours présente. Est-ce que ça se renouvelle, tu vois, ce genre de public? Est-ce que les gens en ont pas marre de soit d'un côté le cinéma à papa qui est juste là pour te rassurer, et de l'autre côté un truc d'auteur qui est complètement déconnecté du réel, un espèce de truc hors sol sur des questionnements ultra basiques de gens en appartement qui se font des regards de Merlan-Free en se demandant si machin a trompé l'autre. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça, sinon après t'as les films sociaux, tu sais, Ou les films sociaux, effectivement. Mais ça, on présente la banlieue, ou sinon après les trucs identitaires, ou l'Algérie, tu vois. Bien sûr, les traumatismes de la fin. Mais ça, à limite, ça a la Seconde Guerre mondiale, les chambres à gaz. Ouais, bien sûr, ça fait le tour. On a vu la bande-annonce d'un film là tout à l'heure, ça s'appelait comment? La douleur. La douleur. D'après Marguerite Duras. Avec Mélanie Thierry. Avec Mélanie Thierry. Et Benjamin Biolay. Marguerite Duras et Benjamin Biolay. Ah, et mais oui, ça... on a l'impression de l'avoir vu 40 fois. À la limite, tu vois, si c'est bien fait ce genre de choses, donc pourquoi pas, faudra laisser sa chance à ces produits-là, mais il faut de la variété aussi. Et pourquoi tous les ans ils proposent le nouveau film sur la Seconde Guerre mondiale qui vient raconter un petit truc en plus? Quel est ce besoin de toujours revenir là-dessus? Mais à la limite, ça artistiquement, c'est connecté à l'instant T, c'est politique un petit peu, tu vois. Il faut toujours engrainer et laisser ce genre de choses, que ça soit les devoirs de mémoire ou la réalité historique. C'est un devoir d'éducation, entre guillemets. Tu sais, c'est pas pour rien que sur certaines critiques, il y a marqué un film nécessaire. Ça veut absolument rien dire, un film nécessaire. Mais dès qu'il y a un truc, tu sais, qui est un peu soi-disant important socialement, je sais pas quoi, on te met ça. Mais d'une, c'est localisé dans le temps, c'est-à-dire que du coup, c'est souvent des films qui vieillissent très mal, ou alors c'est juste des bons films. Mais dans ce cas-là, la question se pose pas en fait. Ça, c'est une autre discussion du coup. Sur ces dernières années, est-ce qu'il y a un film français qui t'a vraiment profondément marqué, où tu t'es dit putain, ça change ma façon de voir le cinéma, où c'est vraiment extrêmement bien fait, comment il a fait ce plan? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Il y a toujours des perles, mais on a toujours des cinéastes. Moi j'aime beaucoup par exemple Mathieu Kassovitz ou Gaspard Noé, parce que c'est des mecs qui ont au moins une ambition technique qui amène, selon le sujet, si c'est inspiré, s'il y a des bons scénars, des choses comme ça, à des choses très fortes. Et leur dernier film, moi c'est le genre de truc qui me plaît, mais c'est des cinéastes rares et qui ont commencé il y a bientôt 30 ans leur carrière. Du coup, ils arrivent à être produits parce qu'ils ont déjà fait des trucs qui ont cartonné. Mais des nouveaux auteurs qui émergent en France par exemple, ouais, non, il y en a pas. J'en ai pas beaucoup en tête. C'est ce que j'ai expliqué. C'est moi qui rate les bons films. Non, c'est ce que j'expliquais. Après, évidemment, t'as toujours des exceptions. Toujours. T'as des auteurs comme Jean-Pierre Jeunet. Bien sûr. Qui galère. Il est obligé d'aller chez Netflix. Il n'a pas réussi à montrer un projet de cinéma depuis 2013, 2014. Après, c'est pas le seul. Regarde, même Scorsese maintenant n'arrive plus à produire de films. C'est très compliqué. C'est ça. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, quand tu te lances dans le cinéma, t'es obligé de faire une comédie.
J'ai des potes, tu vois, qui persistent, on était dans la même école. Ils écrivent un scénario, parce qu'on n'arrête pas de leur demander réécrivez, c'est pas assez drôle, ça marche pas. Et ils sont en contact depuis des années avec 2 gros acteurs, je veux pas révéler les noms, mais ils n'arrivent pas à faire produire le film, ça fait 5-6 ans que ça dure. Ils sont dessus et ça décolle pas. Mais je sais pas si ça le fera un et jour. à côté, on voit Bernard Campan, qui à la base est un comédien quand même, et qui, on se doute, s'il a réussi à se faire accorder la confiance de producteur, à rentrer dans ce cercle, dans ce milieu, c'est parce qu'il était comédien et qu'il tournait avec des cinéastes. Et du coup, c'est pour ça que la moitié des films français qui sortent aujourd'hui ont l'air d'être réalisés par des comédiens. Et si tu veux commencer avec un film de genre en France, c'est quasiment mort. Il y en a qui arrivent. T'as des exceptions, t'as toujours des exceptions. T'as eu Grave il y a 3 ans maintenant. Grave, effectivement, qui pour le coup, produit par à l'époque la femme du président de la République, faut le rappeler, a eu un gros succès à la fois critique et public, a même été nommé au César, etc. Mais ça n'a rien donné derrière. Est-ce qu'il y a eu d'autres Graves depuis 3 ans? Qu'on aime ou pas le film, je veux dire, le succès d'un film de genre, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Non, mais après, moi, on peut prendre l'exemple de Grave, mais après, t'as encore 2-3 pépites cachées, bien sûr. Mais globalement, si tu veux te lancer dans ce milieu, tu dois faire une comédie. Parce qu'après, il faut que les annonceurs, les publicitaires, tu vois, qui financent en partie le film, s'y retrouvent quand le film passera à la télé. Ouais, bien sûr. En deuxième partie de soirée ou en première. Mais bien sûr. Donc du coup, on fait de la comédie. Ça c'est une partie du problème. Ton avis sur la nouvelle génération d'acteurs, est-ce qu'il y a pour toi quelqu'un qui se démarque? Parce que moi, je faisais remarquer, je vois personne. Il n'y a pas des gens du niveau d'un Depardieu avant, d'un Ventura, d'un Lanvin, d'un Alain Delon, j'en vois pas. Il y a quand même des petites boules de charisme qui arrivent à sortir de temps en temps. Enfin, il y a toujours des... Soit c'est des acteurs qui, je trouve, jouent très bien, mais qui physiquement n'imposent pas un truc de charisme dont tu parles. Soit il y a des gens, mais bon, il est pas français pour le coup, mais un mec comme Mathias Schoenaerts, quand il a un rôle principal dans un film en français, je trouve qu'il a à la fois à la stature, le jeu, mais il paraît très rare, il a une carrière internationale, et dans les gros visages publics, je les ai pas en tête tout de suite en fait. Faut que je réfléchisse, je me dis ah oui, il y a toujours lui, ouais mais lui ça fait 20 ans qu'il est connu, ou lui il y a le nouveau, ouais mais lui il est un peu gringalet, c'est pas... Tu vois, il y a des très bons acteurs comiques dans la nouvelle génération, il y a toujours eu des comédiens qui sont excellents, mais qui... Comment dire? Des meneurs, tu veux dire? Des gens sur lesquels on monte un projet, regarde un charisme d'un Delon, des choses comme ça. Ouais, regarde un film français qui est simple, enfin assez simple comme Garde à vue. Ouais, bien sûr. Tu vois, la mise en scène, bon, elle est quand même travaillée, c'est pas facile de faire un huis clos, tu vois, que le côté polar, mais... T'as Ventura et Michel Serrault, tu mets 2 acteurs de maintenant, le film sera une merde. Et en plus, il y a les standards esthétiques et du public qui ont évolué, qui fait qu'un mec comme Serrault, qui a la gueule de Ventura ou de Serrault, aujourd'hui serait pas au top à 40 ans, quoi. Il serait jamais une star. Ce que j'expliquais, c'était souvent des accidents, tu vois, un mec comme Ventura, il était pas prédestiné à faire du cinéma, on l'a remarqué. Mais lui, il voulait même pas en faire à la base. Ouais, c'est comme Delon d'ailleurs. Ou même Harrison Ford, qui était charpentier, c'est ça? Tu vois, le mec qu'on a vu tout à l'heure dans 100% Bio, celui qui joue le gendre. Oui, je me souviens pas du nom, on est désolé. Il a typiquement la gueule du mec qui allait prendre des cours de théâtre, qui voulait être un acteur. C'est pas un accident, tu vois. Enfin, je veux dire, il voulait faire ça. On voit que c'est quelqu'un qui voulait être comédien, mais c'est du jugement de valeur. Ça se trouve, ce n'est pas le cas, mais on dirait en tout cas. Il y a pas le charisme accidentel, il y a pas le truc naturel. Le truc brut que parfois on peut trouver que. Les États-Unis sont tellement grands, par exemple, ils en ont plein des exemples de gens qui émergent de temps en temps, qui ont une puissance pas possible. Il y a des gens, par exemple, j'aime bien en France, comme Vincent Rottier, mais Vincent Rottier, c'est un mec qui, je trouve, a une vraie puissance dans son jeu et beaucoup de charisme, mais personnellement, selon mes goûts, il a pas une carrière qui me parle. Du coup, soit ces films, je les vois pas, soit je les vois et c'est pas du tout mon style. Alors que, enfin, quand tu le vois, il y a des fantasmes de rôle qui peuvent venir pour des mecs comme ça, avec une puissance et un truc instinct. Tu vois, si, mais profondément... Non mais je comprends, mais moi j'aime bien un mec comme Gaspard Ulliel. Ouais, le problème après, c'est les rôles, tu vois, qu'on lui propose, les films. Parce que après, tu peux avoir un bon rôle et un film de merde. Tout à fait. Ça arrive aussi. Souvent, c'est les deux. Hein. C'est 10-15 dernières années dans le cinéma français. Moi, je parle vraiment de cette période parce que tu remontes dans les années 90, tu trouves pas mal de bons films. Ouais, bien sûr. À partir des années 2000, c'est la chute. Et là, ces 10 dernières années, c'est le néant total. Et alors là, maintenant, évidemment, avec la crise du Covid, tout s'accélère. Les salles de cinéma sont fermées depuis des mois. C'est très compliqué. D'ailleurs, moi, j'ai un pote Olivier, vous le connaissez, qui est dans l'industrie, qui est exploitant en salle. Il pense que lui, c'est fini. Hein. Selon lui, les salles de cinéma, c'est terminé. Moi, j'espère qu'il est pessimiste et que ça va rouvrir. Mais quand bien même, la production a pris du retard, donc je sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Du coup, là, il y a des rachats sur Netflix, sur Amazon. Tout à l'heure, tu vois, je me disais, du coup, si le film 100% bio avait été prévu pour le cinéma, les mecs, ils ont même pas réussi à vendre le truc à Netflix, qui a quand même accepté... Mais France 3, oui. Voilà, et France 3, forcément, c'est le dernier recours. France 3. Mais je me posais la question, ce que tu disais juste avant, c'était super intéressant. Tu vois, le fait que le Covid ait montré que le cinéma, on peut très bien s'en passer, par exemple. Je parle pas des gens qui bossent dans le cinéma, je parle pour le grand public.
les modes de consommation ont changé. Ça évolue, ouais. Et est-ce que c'est pas devenu ultra connoté sociologiquement, tu vois, d'aller au cinéma? Est-ce que c'est pas devenu déjà un truc un petit peu plus supérieur en termes de classe ou j'en sais rien et qui donne moins envie et qui du coup n'est plus universel comme c'est censé l'être, Ah tu bah vois? évidemment, attends, quand tu vas dans un multiplex UGC, si t'as pas de réduction étudiant, etc., c'est quand même 10 balles le ticket, même plus. Hein. Dans des pâtés, c'est genre 12-13 euros. Ouais. Et je te parle même pas des séances IMAX, 3D, fait, etc. ouais. C'est un délire. Et t'as le niveau supérieur, c'est les salles de théâtre. Parce que je suis allé voir une pièce de théâtre au mois d'octobre Avec qui dedans, dis-moi? avec Bernard Campan, justement parce que j'aime quand même beaucoup, malgré ce qu'on a dit, et Isabelle Carré, que j'adore. Et en fait, je les avais adorés dans Ce souvenir des belles choses. C'est un film, bon, je l'ai vu vachement plus jeune. Ouais. Peut-être si je le revoyais maintenant, je verrais certains des défauts inhérents au film On français. a ce genre de truc qu'on a mais par contre leur Mais- relation est touchante. et voilà, ils avaient- Carré est très touchant. Ils ont une alchimie, puis ça formait un beau couple. Et donc, du coup, j'étais curieux d'aller voir une pièce. Bon, la pièce est une vraie merde. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que j'avais maté une promo, je sais plus si c'était avec Isabelle Carré ou Bernard Campan, les deux. Non, je crois que c'est Isabelle Carré qui était interviewée quelque part et elle défendait la pièce. Ouais. Et je sais pas, moi, tu vois, je la trouve naturelle, sincère, elle est toujours gentille, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais pas fake. Ouais. Donc j'y ai cru, je me suis dit pourquoi pas. Bon, déjà quand tu vois le public, parce que putain, la place, mec, c'était hyper cher, c'était genre 45 ou 50 balles. Ouais. Excusez-nous, légère coupe. Ouf, ça fait Donc, bizarre. J'étais sur une anecdote passionnante avec Bernard Campan et donc Isabelle Carré. Donc je me suis laissé convaincre. Là, je vois quand même que c'est un public qui a les moyens. Et c'est un peu triste parce que c'est le théâtre, tu vois, c'est censé être populaire, accessible à tout le monde. Et même, je me rappelle, tu vois, Isadora Duncan, malheureusement sa chaîne a disparu, il faisait quand même des trucs qui m'ont bien fait rire. Il était allé voir des mecs comme Campan et d'autres, tu vois, en disant pourquoi pas faire un prix spécial, tu vois, pour les gilets jaunes, Bien sûr. pour les gens qui n'ont pas les moyens, au-delà juste du De gilet jaune la qui lutte se gilet jaune, revendique, ouais. tu vois, mais les gens qui n'ont pas les moyens de faire un tarif spécial, tu vois. Ouais, Et que les la mecs- culture soit vraiment de la culture. Et les mecs font les morts, non mais c'est pas moi qui gère ça. Ouais, pas- ils noient le poisson, mais ça les emmerde qu'on vienne les faire chier avec ça en fait. Et c'est triste en fait, quand tu vois ça, tu te dis ils ont aucune considération pour le public, rien quoi. Ouais, c'est tellement compliqué. C'est vrai que ces vidéos à Isadora machin, là, c'était rigolo parce que Mais ça servait à- vraiment ouais, les coulisses de ce genre de milieu, l'entre-soi, la manière dont ces gens réagissent par rapport au vrai monde, c'était assez rigolo. J'ai trouvé ça passionnant, non mais c'est un vrai témoignage sur l'époque, puis tu vois qu'ils ont tous leur chauffeur, leur petite mobilette. Tout à fait, Un un mec- mec s'apprêter. Un mec comme Kassovitz qui joue au Rebelle, H24, que tu vois avec son petit scooter, tu On vois son l'embrasse, petit hein, mais c'est chauffeur. vrai qu'il son chauffeur lui met le manteau un peu comme un gros bébé quoi quand il doit partir quelque part. Non mais enfin vraiment, je les ai tous trouvés pathétiques quasiment. Oui, c'est tu Vraiment. vois, tu vois des êtres humains quoi. Les êtres humains c'est un peu pathétique. Mais très peu ont, tu sais, de la vraie gentillesse. Si, un mec, tu vois, comme Nico Saliagas, lui, super sympa. Ouais, c'est vrai. Ou l'autre, là, Michael Youn, qui décide d'aller boire une bière avec le type et de parler une heure. Ouais, avec, ouais, non mais tu vois, et en fait c'est surprenant parce que c'est peut-être des mecs qu'on n'aime pas spécialement en tant que présentateur ou acteur, artistiquement, ouais. et finalement c'est les plus sympas. Ouais, c'est vrai. De toute C'est façon, terrible. Ça veut rien dire, hein, j'ai l'impression en tout cas. Mais donc ouais, non, Ouais. cette pièce était pas drôle, mal écrite, mais bien jouée par contre, bien jouée, tu vois. Ouais. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est clair que le cinéma, c'est pas pour tout le monde. Et de toute façon, ça fait des années que les gens consomment beaucoup plus par Internet. Là, je pense qu'il y a une accélération. Et que les gens vont se rendre compte finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au cinéma de Est-ce que payer ça 10 leur balles? manque Ouais. Est-ce qu'il y a de la plus-value? Bah moi, ça me manque personnellement. Mais, ouais, parce que moi j'adore la salle obscure, mais je sais très bien que c'est un fétiche assez perso, mais c'est vrai que c'était rassembleur, il y avait un truc événementiel quand on allait voir des gros films. Bien sûr, parce que là, en fait, tu vois, quand t'as un film, même un truc qu'on n'a pas aimé tous les deux comme Wonder Woman, Bien sûr, ça offre un prestige, le cinéma. c'est ça, et il paye 200 millions de dollars pour avoir des effets spéciaux qui passent sur grand écran, tu vois, autant essayer de les voir sur grand écran. A contrario, parce que du coup, c'était sur Amazon, et du coup, je vais te poser une question sur un autre film que toi t'as regardé, mais j'ai regardé, je me suis laissé tenter par Forte, Oui, tout à fait. avec Valérie Lemercier, donc la jeune, là, qui est un peu... La sœur de Rabzi Bedia, Bella Bedia. je Ah, c'est sa sœur? Oui. Ah, à je fait. comprends comment elle est, d'accord. Ce milieu est magnifique. Du coup, j'ai donné une chance, et en fait, si je l'avais vu en salle, Oui. j'aurais absolument détesté, Bien sûr. j'aurais encore gueulé. Là, le fait que ça soit, entre guillemets, gratuit, même si je paie l'abonnement Amazon, ce cinéma est tout à fait à sa place. Tu vois, et En termes formels, par Ouais, ouais. exemple. La manière dont ça coule, le fait que tu puisses regarder ton portable de temps en temps, Encore le que manque je- de conséquences des scènes. je pense sincèrement que ni Amazon ni Netflix ne devraient payer pour acheter ces daubes, que ça devrait passer en troisième partie de soirée sur France 3. Mais bon, tu vois, c'est déjà plus acceptable que si ça passe à la télé. Tu vois, c'est au cinéma, je veux dire. moderne des directs en vidéo. En fait, tu sais, C'est c'est ça. ça. Où tu sais que c'est moins prestige. Et que du coup, voir Valérie Lemercier qui apprend le pony dance à une nana dans 3 scènes qui se passent dans la même salle de sport et 2 décors et encore une fois des visages qui parlent et qui font des répliques un peu rigolotes,
Enfin, tu vois, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de musicalité, t'es pas emporté, t'as pas besoin d'un grand écran et d'être accroché à ton siège. Je parle pas que de grands spectacles, hein, je peux parler de trucs aussi très lents et très prenants, mais où il y a une intention, une intensité. Le truc, c'est que ces trucs-là sont sans intensité parce qu'ils sont en encéphalogramme plat. Ah oui, du coup, oui. la télé, c'est parfait pour ça. Il se passe absolument rien pendant le film, il n'y a pas d'émotion. Je vais te dire que la jeune, elle joue quand même bien. Ils sont plutôt bien dans le Oui, film. et puis les c'est acteurs. mignon, tu vois, il y a un côté mignon, mais c'est nul à chier. Tu vois, je me suis emmerdé comme un rat mort. Mais tu vois, c'était de la curiosité. Et du coup, toi, tu as regardé César contre... J'ai regardé Brutus contre César. Ah, alors vas-y, Pour le coup, c'est parle-nous autre chose. en parce que quelques Brutus mots. contre César, c'était prévu pour le cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, c'est un gros budget qui a été tourné dans des vrais décors de péplum, je ne sais plus lesquels. Et quand tu vois le truc, mais pour le coup, on a une pensée pour Kairon qui a fait ce film, et qui s'est d'ailleurs rétamé la gueule. Je crois qu'il s'est fait défoncer à la fois par le public et la critique, pour le coup. On va dire, il l'a pas volé, mais enfin, faut voir le film aussi, c'est compliqué à gérer. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent, en fait? Comment est géré ce truc-là? Il y a vraiment aucune ambition en termes de décor. Ben, en fait, l'ambition, elle est dans là où ils ont choisi de tourner et la thune qu'ils y ont mis, mais ça ne se voit pas parce que quand t'as des décors et que tu ne les filmes pas, c'est quand même compliqué. Et ça, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le film dans Amazon, vous regardez des images au hasard et vous verrez. On dirait, à la limite, une série comique à la Kaamelott en termes de budget et d'ambition. Alors que D'accord. c'est censé, pour le coup, être un gros budget Ça de coûtait, film d'aventure. ça coûtait combien? Il me semble Combien, que ça a combien coûté dans les 15 millions d'euros. Mais 15 c'est millions. Ah oui, c'est un vrai film avec reconstitution, des costumes, des combats, tu vois, des chorégraphies. Enfin, il y a tout pour que ça soit un film d'aventure. Et ça se veut un peu, L'équivalent, c'est un peu Astérix. Ça se en veut un gros. peu le Mission Cléopâtre de 2020. Un petit peu, je pense que ça a coûté pour le coup 4 fois moins cher que Mission Cléopâtre, mais il y a ce genre d'ambition de grand spectacle à la française avec de l'aventure, de l'humour, de l'action, etc. Et c'est compliqué. Je pense pas que... Est-ce que Mission Cléopâtre avait coûté si cher que ça? À l'époque, il me semble. Parce que je sais que qu'il avait coûté genre une cinquantaine de millions d'euros. Ah ouais, parce que le record, je sais que c'était le 3 avec genre Avec- 78 millions d'euros. C'est ça exactement. Et il était cher aussi à Mission Cléopâtre. Ouais, Mission Cléopâtre, c'était à chaque fois les Astérix, il me semble que c'était les plus gros budgets français au moment Ok. de l'art. En même temps, chez Chabat, on voyait. Ah, chez Chabat, ça se voit. Ah ouais. Ah oui, Ouais, le pognon. il y a un très beau scope, c'est ambitieux, il y a des effets spéciaux déjà qui sont utilisés, ça fait bizarre. Il a vieilli comment ce film? Tu l'as rematé? Oui, je l'ai remarqué. Ben, il y a plein de blagues, enfin après c'est mon avis, là, et je en rappelle Dark Fate, tout ça. Il y a plein de blagues qui étaient très... Au moment de la sortie, on va dire, les trucs à base d'itinéris, SFR et les blagues de Jamel Debbouze qui prononcent mal, mais le reste du film, ouais, il passe toujours bien, et c'est très sympa à voir. C'est un bon film d'aventure. J'avais aimé à l'époque, mais bon, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Ouais, ouais. Non, mais si, ça se regarde toujours avec plaisir, Mais contrairement alors, aux autres Astérix. Ce Brutus contre César, catastrophe. Une catastrophe. Ah, Mais rien vraiment, à ça sauver, fait en plus, tu retrouves Gérard Darmon, Thierry Lhermitte. ça. tu vois, Ah, il y a Thierry Lhermitte aussi. Bien sûr, ouais, et vraiment, ça. Enfin, là, pareil, de syndrome Didier Bourdon dont on parlait tout à l'heure, t'as l'impression qu'ils viennent pour cacher. Mais comment, quand t'as participé au film du Splendide, quand t'as participé à autant de films, que ça soit d'auteurs ou des comédies populaires, comment tu peux ne pas te dire c'est quand même pas très travaillé, là, c'est quand même pas très drôle. Ah bah, là, c'est pas quand même nouveau, hein. terrible. L'Hermite, ça fait très longtemps qu'ils cachetonnent dans la merde. Puis bon, même le Splendide eux-mêmes, regarde, ils ont fait les Bronzés 3 qui était une catastrophe Mais ils atomique. l'ont dit, ils ont fait les Bronzés 3 parce qu'ils ont jamais eu les dividendes pour les multiples passages télé, et du coup ils ont dit on va gonfler le budget au max histoire d'avoir chacun notre part. Ils l'ont dit officiellement, je sais plus si c'était Balasco ou quoi qu'il avait balancé, c'est pour ça qu'ils ont imposé le fait d'être payés chacun des membres du Splendide 2 millions d'euros pour l'écriture. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on arrive à... Ils coûtent 30 millions d'euros je crois les Bronzés 3. 30 millions d'euros. Il coûte 30 millions, non, tu me l'apprends, là, j'étais Bah, pas au courant. Les Bronzés 3 les gars. Mettez la bande-annonce des Bronzés 3 et essayez de comprendre comment ça peut coûter avec l'inflation à peu près les 3/4 de Matrix. Voilà, il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment de gestion de budget. C'est quand même incroyable. Et à côté t'as un Gaspard Noé par exemple, je le ressors parce que Ouais, c'est bien ambitieux sûr. techniquement, ou un Kassovitz qui avec des budgets beaucoup moindres arrive à faire des trucs qui sont visuellement très impressionnants jusqu'à ce qu'on repique leur technique dans d'autres pays par exemple. Mais Kassovitz, malgré ce que je pense du mec, je suis d'accord avec lui sur quasiment tout, sur l'état du cinéma français. J'ai l'impression qu'il a répété des trucs que j'ai dit dans l'interview de C'est vrai qu'il y avait C'était étrange. des passages en commun. Mais en tout cas, il a raison sur un truc, c'est dans la contrainte qu'on se dépasse. Ouais. Non mais c'est vrai, Il y a quand plus il a fait numérique, par exemple. il a fait La Haine par exemple, il avait rien. Et il a fait des plans magnifiques, il a même dit que parfois il y avait des coups de bol. Tout à fait, Le coup de la Tour l'hélicoptère. Eiffel, en fait, c'est un miracle. Ouais, c'était taillé parfaitement. Donc c'est génial. Mais non, je trouve ça scandaleux que là, tous ces films là, récents coûtent tellement d'argent. Mais ne serait-ce que 3-4 millions. Quand tu fais un truc du niveau de La Face Cachée, je sais pas combien il a coûté. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est 200... Non, pas 200 000. Peut-être 2 millions. Écoutez, il faudra aller voir. Je sais pas. Écoutez, on fera. Si j'apprends que c'est 10 millions, les gars, je pète un câble. Non, mais il y a des films des fois qui choquent quand on voit les Danny Boone qui, pareil, coûtent des trentaines de millions d'euros, alors que pour le coup, les Danny Boone, les trucs genre Bienvenue chez HT et tout, ça se voit que c'est des petits films techniquement. Ça pourrait être fait avec très peu d'argent, ces choses-là. Après, t'as une grosse part qui passe dans le cachet des acteurs, Bien j'imagine. sûr, évidemment, et quand ça se cumule, ça devient des blockbusters, les trucs. L'autre problème dont il faut qu'on parle, qui est un immense problème que j'ai déjà évoqué dans le passé, c'est
les acteurs qui deviennent réalisateurs. Parce que t'as les acteurs qui étaient même pas vraiment des acteurs, mais des humoristes, comédiens de télé, genre Florence Foresti, qui deviennent acteurs. Bah, bien sûr. On voit ce que ça donne. Bah, ça fait des suites logiques, les Gad Elmaleh, les Florence Foresti. C'est des trucs qui sont populaires, c'est normal qu'ils touchent du populaire dans d'autres Bah après, médias. t'en as qui deviennent bons. Oui, bien sûr. Ils sont pas tous mauvais, mais... Contre Florence Foresti, par exemple. Je l'ai jamais trouvé complètement nulle dans un film. C'est juste que elle fait pas des films qui m'intéressent. Surtout qu'elle a pas une gueule à faire du cinéma. Soyons sérieux. Elle fait des comédies. Mais en fait, le pire, c'est les acteurs qui deviennent réalisateurs pour moi. Je suis complètement d'accord. C'est un problème de confiance. Le problème, c'est que c'est des gens parfois qu'on va chercher. C'est que régulièrement, si vous allez écouter des Cadmera, des machins, des Franck Dubosc et tout, c'est des gens, souvent, c'est parce qu'il y a des scénars, il faut les faire, et des prods disent j'ai un projet, est-ce que ça te dit, tu veux jouer dedans, est-ce que ça te dirait de le réaliser? Et souvent les gars, ou des auteurs, même des auteurs de romans qui passent à la réalisation, comme Emmanuel Carrère qui avait raconté quand il avait fait La Moustache, que ils avaient été vendus pour l'adaptation du film. Avec Vincent Lindon. Avec Vincent Lindon. Au final, ils lui ont dit mais pourquoi ce serait pas toi Emmanuel qui ferait le film? Il a fait vas-y. Et au final, à chaque fois ces gens-là, on leur file des assistants techniques qui sont plus ou moins des chefs-op boostés, qui en fait réalisent les films à leur place. Je n'invente rien, c'est vérifiable. Hein. Non mais vraiment, il faut aller voir tous ces trucs-là. En général, ça sort dans les interviews, ils le sortent les gens. C'est des conseillers techniques. Si vous voyez après un film réalisé par un acteur ou un humoriste ou ce que vous voulez, conseiller technique dans les premiers postes, c'est qu'en fait c'est le réalisateur officieux. Ah oui, vraiment que le mec... C'est aborder la partie technique, parce que souvent les comédiens qui passent à la réalisation, ils disent non mais moi je m'occupais surtout du travail des acteurs, parce que voilà, vu que je suis comédien, je sais comment ça... Il y a beaucoup de mépris et de snobidardise dans mes propos, mais on comprend, on a gros sur la patate quand même, ça donne des films pas terribles. Mais c'est terrible de voir ce qui se passe en France les gars. Et en plus, encore pire, quand on se dit que beaucoup de ces films de merde sont financés par le CNC, donc l'argent public quelque part. Parce que quand tu vas au cinéma, on te taxe sur ton ticket, ça va au CNC, et après le CNC finance ces merdes. Tu vois, et je sais même pas quelle est la part aussi. Et puis pareil, la redevance télé que les gens payent. Moi, ça concerne surtout les émissions de télé, tu vois, les présentateurs. Mais vous vous rendez compte qu'on finance des merdes comme... tous les trucs présentés sur France 2, j'ai même pas tous les noms, tu vois. Mais J'avoue que je regarde plus la télé depuis... Mais moi non plus, je regarde plus, tu vois. Je me demande mais on même... paye la redevance tout de même. Et est-ce qu'on est d'accord qu'un programme comme les Marseillais, les Ch'tis et compagnie, c'est aussi financé par le contribuable? Je pense pas, c'est plus sur des chaînes privées, il me semble, ouais, genre Énergie 12 et tout. J'ai un doute. Ouais, mais en tout cas, la scripted reality, tu vois, un voisin pas comme les autres ou je sais pas quoi, embrouillante voisin, les trucs, tu sais, ultra mal joués et tout ça, pour le coup, c'est du service public. Ça c'est un gros problème. Alors, évidemment, je parle pas des séries TF1 complètement daubées, mais là, tu vois tout à l'heure ce qu'on a regardé sur 100% bio. Ouais. Le jeu d'acteur ressemblait à s'y méprendre avec ce qu'on voit sur, je sais plus, c'est la 21. Vous savez, TF1, série, mes couilles là. Oui, c'est vrai. Que des gens qui jouent mal. Et puis, c'est un nouveau concept maintenant. Ouais. C'est un mix entre fiction et témoignage face caméra, c'est ça dont je parlais, les secrets entre voisins, des choses comme ça. La scripted reality, ça s'appelle. C'est grave. Mais en plus, enfin, tu sais, on connaît un petit peu des comédiens, des choses comme ça, des gens qui ont joué dedans ou qui ont fait des castings, et en fait, ils poussent les gens à mal jouer là-dedans. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que quand ils jouent trop bien, ils leur disent non, faut que ça fasse plus fake. C'est quand même curieux. C'est comme si on était habitué, tu vois, comme dans les sitcoms AB à l'époque. Genre plus ça fait fake, plus on sait que c'est faux, donc plus les gens sont accros parce qu'ils savent que c'est nul, et du coup il y a une espèce d'effet boule de neige, j'ai jamais trop compris. Pour revenir aux acteurs donc qui passent réalisateur, t'as quoi en tête? Mais quasiment tous, vous regardez, dès qu'il y a un acteur très populaire, que ce soit Gad Elmaleh, un Cadmera, de Danny Boone, vous regardez la liste, Jean-Paul Rouve, dès qu'il y a un gros acteur qui a des gros succès populaires ou autre, en général il passe à la réalisation. Bon, on a même Nicolas Bedos là qui commençait par faire des chroniques pour devenir ensuite acteur, pour devenir réalisateur. Après lui au moins, oui, il tente quelque chose. Il tente quelque chose. On aime ou pas ce film, moi j'aime pas beaucoup ces films par exemple, mais pour le coup il y a une ambition artistique. On sent qu'il fait pas des films pour rien. Il se dit j'ai une chance d'en faire un, il fait des trucs ambitieux. En termes de narration, en termes de Est-ce que c'est lui qui est... Parce qu'il y a un film que j'ai pas trop mal aimé avec Ludivine Sagnier et Nicolas Bedos, est-ce que c'est lui qui l'a réalisé? Je crois pas. Ça c'était Alexandre Castagnetti. Tu parles de Amour et Turbulence. C'est ça c'est bien. Pour une comédie populaire française. Vachement, non mais la réalisation est vachement impressionnante. Il y a une réalisation en tout cas. Il y a un travail de cadre, ça reprend beaucoup les comédies romantiques américaines. C'est très, tu sais, les clichés de cette gueule-là, c'est très ensoleillé, très en mouvement, etc. Mais au moins ça se regarde. Mais je m'attendais à détester le film parce que, c'est ça. Disons, je les porte pas forcément dans mon cœur l'un et l'autre, mais ils m'ont bluffé dans le film. Ouais, ça marche. Et la réa m'a vraiment bluffé. Tu vois, t'as des petites exceptions. Mais Bedos, après, de ce que j'ai vu de lui, c'est pas non plus... c'est pas Coppola, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, bon... Le problème, c'est que les Coppola, on les produit pas. Ouais, bien sûr. En même temps, est-ce qu'on a un équivalent à un Coppola Tu veux dire un taré qui met 15 ans à faire ses films, qui détruit des budgets et qui... Mais il y avait les Oscarax à une époque. Je dis pas qu'il a le talent, au contraire. Mais c'était ce genre de configuration.
des budgets carte blanche où il arrive à couler des boîtes de production tellement il essaye d'aller loin dans l'ambition. Ouais. Moi j'aime pas ces films, et Oscarax encore une fois, mais c'est ambitieux. Non, excuse-moi, c'est parce que j'ai toujours peur pour excusez-moi, parce qu'on a micro-cravate et des fois il y a des faux contacts, donc je suis désolé. Et si on a, ça peut rajouter un côté ASMR. J'espère que vous aimez les plantes. Et non, c'est évidemment Guillaume Canet. Guillaume Canet, évidemment. Donc moi je suis content d'un truc avec cette situation coronavirus. Il y a un truc positif que je retiens, c'est alors je sais pas s'ils ont annulé, mais en tout cas ils ont décalé le tournage du prochain Astérix. Ah ça. Parce que ça s'annonce comme une catastrophe intersidérale avec Gilles Lelouch, là, Obélix. On a vu les photos, tu sais. Tout à fait, les tests costumes. Non mais ça, mais je me dis à quel moment les mecs croient que ça marche. C'est l'entre-soi. Eux ils se font beaucoup rire, il y a une espèce d'esprit de troupe, tu sais. Il me semble, excusez-moi, le film de Guillaume Canet, Le Grand Bain, avait fonctionné. Le film de Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, ouais. Avec je l'ai vu, je l'ai vu. Ben, tu vois, c'est ce genre de truc, ce genre d'esprit, une espèce de nouvel esprit cinéma français, l'espèce de frat pack qu'on a en France. Il y aura sûrement du jardin dans le film, des choses comme ça. Et tu sais, parce que j'étais curieux, parce que je me suis dit, Gilles Lelouch, là, on dit que c'est un film d'auteur, que c'est vachement réussi. Je crois même qu'il y a une récompense ou deux. Hein. Ah, c'est possible. Ou ça a été nommé quelque part. Ouais. Bref, ça a attisé ma curiosité. Je l'ai regardé. C'est très mauvais. C'est pas mon truc non plus. Et c'est dommage parce que je sens le potentiel, je vois ce qu'il voulait faire, mais en gros c'était full Monty, mais en mode chorégraphie. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on l'a vu plein de fois aussi ce film-là et cette histoire, et avec des scènes plus puissantes, et avec des scènes plus émouvantes. Il y a des bons acteurs, tu vois, t'as Mathieu Amalric, t'as Philippe Catherine. Ou Jean-Hugues Anglade qu'on a vu dans La face cachée de Bernard Campan et qui pour le coup est bien meilleur dans Le Grand Bain. Le problème c'est que les personnages dans son film n'existent pas, il n'y a aucune alchimie qui se dégage entre les acteurs, le groupe t'y croit pas, puis à la fin ils gagnent. Et il n'y a rien qui se déclenche, en fait, et puis tout est terne, tout est triste, c'est terriblement franchouillard, c'est terriblement mauvais. Mais c'est de faire mélo, ouais, mais c'est... À la limite, tu vois, quand ça a un succès populaire, je me dis tant mieux, vaut mieux ça qu'un truc comme 100% bio qui cartonne, tu vois. Oui, En temps, c'est toujours des échelles de valeur, parce qu'on aimerait bien voir d'autres choses, en fait. Mais bien sûr. Mais même du côté cinéma d'auteur, évidemment qu'on rate peut-être certaines mêmes, mais... La pub n'est pas bien faite, les financements ne sont pas bien faits, tout le monde sait qu'il y a 1 milliard de scandales au CNC et des sous qui sont pas bien attribués, des histoires de collusion entre joueurs. Il y a toujours des justifications, toujours des excuses, mais au final, il faut essayer d'un petit peu plus rassurer les gens quand ils tombent sur des trucs qui semblent être des grosses magouilles en fait, parce que sinon on a tous l'impression que c'est un tissu de gens malhonnêtes qui sont dans un milieu où ils se cooptent entre eux, où ils se font du donnant-donnant, et il faudrait que ce soit plus transparent. Mais regarde, ils se cooptent clairement entre eux. Et après, de toute façon, ça fait des années que c'est évident, je l'avais déjà évoqué, mais regarde, il prend Gilles Lelouch, son pote, pour jouer Obélix. Ouais. Il y a 10 000 mecs en France qui pourraient correspondre 10 fois plus, qui sont inconnus au bataillon, qui auraient peut-être besoin du pognon. Ouais. Mais ils sont pas bankable. Et ils sont pas bankable. Et là, on prend ça, mais je sais pas, je demande honnêtement qui va payer, si jamais ce film sort un jour, qui va payer pour voir ça? Et bien probablement des millions de Français. Non mais j'y crois pas, je pense honnêtement que c'est en train d'évoluer, et je fais un sondage là, vraiment dans les commentaires, dites-moi si vous êtes intéressé un tant soit peu au-delà pour se marrer, parce que tu pourrais aller voir ce film en disant je suis tellement convaincu que c'est de la merde, au moins ça va être rigolo. Mais qui l'attend vraiment en mode full premier degré, ça va être génial. Ça va être un super film Astérix. Voilà, c'est Guillaume Canet, c'est un talent. J'ai vu là son dernier film, Nous finirons ensemble, qui est la suite des Petits Mouchoirs. Parce que j'ai tellement pas aimé le premier, je me suis dit, parce qu'on en parlait beaucoup, c'est la suite, 10 ans après machin. J'ai donné une chance à ce film. Qu'en as-tu pensé, Flavien? Exactement comme le premier, c'est-à-dire que si je dois être tout à fait honnête, au niveau local, il y a de temps en temps des petites réparties, des petits bouts d'acteurs qui m'ont fait rire, des petits machins. En entier, par contre, c'est très compliqué à voir quand même. Et même, tu vois, il est quand même dans le bassin d'Arcachon. Ah, ça. Il est au Cap Ferré, il ne filme. Plaisir. Non, mais on ne voit jamais rien. Tout à fait. Parce que moi, j'y suis déjà allé, c'est magnifique. Ouais. On voit rien. Ouais. Tu sais, il filme, c'est beaucoup trop serré. Parfois tu vois un peu de verdure, mais son style est tout en longue focale parce qu'ils se réclament tous, je pense, en mode ciné indépendant au plus près des acteurs, des choses comme ça. Ouais. Du coup, ce n'est jamais ouvert, c'est toujours écrasé en perspective et dans le flou. Donc le bassin d'Arcachon, vous allez surtout le voir dans le fond en flou. il y a vraiment, évidemment, clairement aucun découpage, aucun sens de l'area, rien, le néant. Le seul qui sauve un peu le film, comme sur le premier, c'est François Cluzet. Il joue très bien. Bah, il joue très bien, François Cluzet. Et il le fait très bien. Qui est devenu, non mais parce que j'ai entendu sur Lucchini là, qu'il a traité de conteur. Il a dit c'est pas un acteur, c'est un conteur. C'est intéressant parce que souvent, quand il est invité pour les promos, François Cluzet, il joue le faux modeste. Genre, oh non, attendez, je suis pas si bien que ça. Tu sais, depuis qu'il a la reconnaissance du public. Ouais, et en fait, là, tu l'interroges sur un truc un peu plus profond. Et il pète un câble. Ouais. et c'est vraiment François Cluzet, tu vois. Ah ouais, il a l'air naturel du coup dans les films, ça passe très bien. Insupportable. Mais disons qu'après,
Moi j'aime beaucoup L'Enfer avec Emmanuel Béard et François Cluzet et Marc Lavoine. Marc Lavoine, Il joue le beau gosse dans le film, j'aime beaucoup ça. Marc Lavoine. Ah, absolument, je suis son agent officiel, je le défends envers et contre tout. Si, c'est un très bon acteur. Mais voilà, non mais Guillaume Canet, ne me faites pas croire qu'il a un talent de réa. Je veux bien que Ne le dis à personne, c'était sympatoche à l'époque. Il y a un petit accrocheur. Ah ouais, j'ai une anecdote, moi je suis allé voir le film aux Champs-Élysées et à la fin du film il a couru sur scène, il a monté les gradins. Ouais. Il dit ah, merci d'être venu voir le film. Si, je l'ai trouvé choupier à l'époque. Bien sûr, il était tout content je pense. Et très vite, comme toute la bande, insupportable maintenant, tu sais, c'est une bande de potes qui se cooptent et qui... Et puis, tu sens qu'ils sont fiers d'eux, de leur travail. À aucun moment ils se posent la question et clairement leurs films sont consommés par des gens avant tout qui ont entre 40 et 70 balais. Ouais, j'imagine qu'il y aura toujours des amateurs partout, mais c'est ça, c'est quand même très connoté, là. C'est leur génération. Et puis c'est même un certain milieu aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ces films-là, ce que ça raconte, ce style d'humour ou ce style de mélancolie ou ce que tu veux, ça leur parle pas du tout. C'est pas universel comme truc, tu vois. C'est par exemple, moi voir l'histoire d'une bande de potes cadras qui ont de l'argent et qui vont passer leurs vacances au bassin d'Arcachon, faut quand même le vouloir, faut quand même avoir une certaine vie pour que ça nous intéresse, tu vois, ce truc-là. Alors qu'un fermier qui rêve de devenir pilote spatial, ça parle à tout le monde, bordel. Bien sûr, mais tu vois, j'aimerais vraiment qu'on donne la chance à des petits talents, tu vois, même qui sortent d'école de cinéma, qui ont le sens de la réalisation. Mais il y en a qui émergent de temps en temps. Ouais, mais il y en a beaucoup trop peu. Au lieu qu'on donne, je sais pas, 20-30 millions à un mec comme Canet ou d'autres, hein, c'est pas le seul. Ou les comédiens dont on parlait tout à l'heure. Ils ont pas l'œil, ils ont pas la fibre artistique et surtout ils n'ont rien à raconter. Ils n'ont rien à raconter. Et le problème c'est qu'en fait ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la logique de faire du cinéma. On le voit d'ailleurs dans le film de Campan. Les personnages n'ont pas l'air de travailler. Non. Ça se passe le week-end, tu vois. Son film, c'est tout à fait ça. Que le week-end avec sa femme. Ce qu'il faut prévenir, c'est cliché du film français #1. Toutes les 20 minutes, il y a un carton noir à l'écran. Premier week-end, deuxième week-end. Non, mais je vous jure que le sketch qu'ils ont fait avec les inconnus dans les années 90, c'est ça. Hein. Il va pleuvoir demain. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et les personnages ne travaillent pas parce qu'en fait ils savent plus ce que c'est de travailler. Et j'entendais aussi Yvan Attal qui était interviewé chez Ardisson dans les années 2000 pour parler de Ma femme est une actrice que j'ai vu aussi qui est une torture et il disait alors Yvan, vous êtes un gros branleur. Oui, c'est vrai que je branlerai mes journées mais là je me suis rendu compte que vraiment faire un film c'était c'est compliqué, c'est de la c'est vraiment du travail. Le mec, on t'offre la chance de réaliser un film, c'est la moindre des choses que tu te casses le cou. C'est du caviar. Non mais ces gens ne savent pas ce que c'est le vrai travail. Tu vois, c'est incroyable. Ils savent pas. Eux, ils se disent en fait, le simple fait de te lever à des horaires et de pas beaucoup dormir, parce que quand t'es en tournage, tu dors peu. Il y a plein de trucs qui se passent. Non mais c'est normal. Et t'es dans le rush. Et c'est intense. Et c'est intense. Mais quand tu es payé pour ça, quand t'as un public qui attend ton produit, en plus qui est essentiellement de la merde. Parce que ça part de ton ego, que tu donnes tout, tu vois, pour faire ce truc-là. Je comprends pas. Je comprends pas et je me dis, est-ce que, parce qu'il y a des mecs qui font 20, 30, 40 ans de carrière, il n'y a pas un moment où ils se disent on va faire autre chose qu'une comédie qui parle de mes problèmes de couple, qui parle d'un sujet de société, qui parle des banlieues, ou faire des films érotiques comme Keshish, tu vois. Ils ne peuvent pas se dire à un moment donné, je vais faire du genre, et si on a un mec qui essaie de faire... un peu du David Lynch, tu vois, c'est du pieux, mais qu'est-ce que c'est fainéant. C'est des téléfilms. T'as raison, je suis d'accord sur le côté fainéant, mais au moins ça propose quelque chose et surtout il a réussi à monter son système de production tout seul, en envoyant chier, tu vois, le cinéma français qui s'en battait les couilles. Il a pris son 5D et il s'est mis à faire des films absurdes. Et c'est vrai qu'en plus on n'a pas beaucoup de cinéma absurde en France. Mais si tu veux, en fait maintenant tout est bouclé. Maintenant si tu veux, on est dans un film d'horreur. Où là, tu vois, il y a un vaisseau spatial, il y a un alien, tout le monde s'est barré, tu vois, eux ils sont sortis au dernier moment, encore quand c'était possible, maintenant c'est verrouillé. Le ça c'est verrouillé, c'est foutu. Tu peux plus, un mec, maintenant tu prends même le plus grand génie que tu veux, il a un pitch de dingue, il te fait un truc au poil, il sera pas repéré par le cinéma. Peut-être il sortira sa vidéo sur YouTube, et encore, malheureusement la fiction paye pas, quand on est... Et puis en général, de toute façon, un amateur qui se lance, il a pas ne serait-ce que 50 000 € pour faire son film. Contrairement à une Solange te parle, qui touche l'argent du CNC pour faire un truc sur un escorte, là, que ça soit vrai ou pas vrai, en fait. Qu'elle se soit tapée ou pas, le simple fait, tu vois, d'avoir touché 50 000 pour produire une dope pareille, c'est insupportable. C'est le questionnement des nouveaux formats vidéo, est-ce que ça mérite ce genre de subvention? Ces 50 000 pourraient servir à un véritable génie qui serait révélé, et peut-être, dans leur grande bonté, un producteur, tu vois, je sais pas comment il s'appelle, Langman, qui produit Merde sur Merde, pourrait repérer ce mec s'il était un tout petit peu curieux et se dire,
Là, il y a quelque chose, il y a un œil, il y a une vision, où tiens, j'aime bien ce mec là. Ouais, repérer, enfin tu sais, on connaît ou on a vu sur internet des dizaines et des dizaines de mecs qui ont fait des courts-métrages, mais pour 3 fois rien, mais des fois des choses très importantes, avec des effets spéciaux du début à la fin, mais des trucs vraiment incroyables, et qui galèrent. Je pense notamment à un mec très précis qui ça fait une dizaine d'années qui fait des courts-métrages extraordinaires, mais vraiment, mais avec parfois du budget en plus, et ça ne perce pas dans le long métrage, il n'arrive pas à monter un projet. C'est si compliqué que ça. C'est extrêmement compliqué. Alors qu'il a techniquement fait ses preuves. De toute façon, il faut que tu commences par une comédie en France. Non mais je te jure, c'est comme ça. T'as 2-3 exceptions, mais tu vois, j'en voudrais pas à ces personnes parce qu'ils ont vraiment verrouillé le truc. Ils tiennent les grosses compagnies, ils ont tout le système dans la poche. Il y a un financement, tu vois, qui est carré, qui est fonctionnel, où on va te prendre de l'argent sans te le dire pour financer ces merdes-là. Et après, en plus, ça passe à la télé. T'as le mec là, il a une télé chez lui, du coup il doit payer la redevance. Tout ça, en fait, les gens le savent pas, tu vois. Ouais. Il faut vraiment s'intéresser à tout ça. On vous prend vraiment pour des jambons, pour des crétins. Est-ce que vous soutenez encore ce cinéma français? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a peut-être quelques petites pépites à droite à gauche? Quelques pépites ne font pas de thunes au final parce que et en les gens plus ça vont marche les pas. voir. Bien sûr, parce en plus ça marche il y en a pas. toujours des bons films qui sont parfois financés par le CNC ou qui sortent, mais c'est des films et d'ailleurs le CNC sert à ça. C'est des films de niche, donc c'est pas des films qui sont censés faire énormément d'entrées. Mais à partir du moment où il y a que des prototypes dans tous les sens, enfin il peut pas y avoir de différents genres de films en fait. Il y a la comédie, les films d'auteur, et c'est tout. Moi, ce dont je parle vraiment, c'est ce qui émerge, ce qu'on voit, tu vois, quand tu vois les affiches, je sais pas, sur des bus, bien sûr. dans le métro, sur un kiosque. Je parle de ce genre de film qui est mis en avant. Ouais. C'est quasiment unilatéralement de la grosse merde, avec des acteurs qui sont bien établis, bankable. On donne la chance à personne, et plus que jamais maintenant, on voit réalisé par tel acteur. Le mec était un acteur, tu vois. Et tu vois son film, mais rien. Mais ils connaissent pas la grammaire. Ils connaissent pas la grammaire du cinéma, ils ont pas envie en fait. Normalement, techniquement, si on devrait être cohérent, le moindre film devrait compter, qu'il soit mauvais, très raté ou pas, c'est pas la question. Mais devrait compter dans le sens où c'est un acte très fort de faire un film, ça te demande des années, ça demande la mobilisation d'équipe, ça demande de tenir un fil rouge artistique du début à la fin, même si c'est nul à chier, que ça compte quoi, que ce soit quelque chose. Il y a tellement de choses qui sont insignifiantes. Et ça marche aussi pour les blockbusters américains, on en parle souvent, tu vois, quand on parle du cinéma. Mais là, on parle plus du cinéma français, parce que le cinéma français, il y a peu de blockbusters. Du coup, c'est encore plus... Bien sûr. Mais donc ouais, ce système est complètement verrouillé. Moi, je déconseille à quiconque qui veut se lancer dedans d'y aller. Et puis maintenant, t'as l'autre problème, maintenant, parce que beaucoup de gens ont compris que c'était foutu, donc ils se lancent sur Internet. T'as des projets participatifs, tu as des financements participatifs. T'as des gens qui, je nommerai personne, mais qui récoltent du 100 000, 200 000, 300 000 pour faire une véritable chasse à réveiller. Un truc qui ressemble à une vidéo YouTube. C'est ça, quand tu regardes le projet, tu te dis où est passé le pognon? Il est où? À payer les gens. Il est où le pognon? Que ça devient que en fait, la thune devient de la production humaine. Ça devient une industrie en fait. Ça rattrape le professionnalisme qui est qu'au final, c'est juste pour payer les gens. Mais ça reste la qualité YouTube. Quand j'ai fait la nouvelle ère, tu vois, ça se propose ça, on fait ça pour zéro. Pourquoi on va en forêt? Parce que ça coûte rien. Après, t'as des mecs qui touchent, je sais pas, du 100 000, ils vont en forêt. Je m'attends à ce qu'ils louent des putains de locaux, qui a un décor, qui est vraiment quelque chose, tu vois. Plus que payer le train aux gens. Et les mecs vont passer 5 minutes en forêt. Ouais. Je me dis, mais se fout de ma gueule, là. Tu vois, tout ça. Et le problème, c'est que le public accepte ça, globalement. Ils acceptent de voir toujours les mêmes mecs mis en avant. Ils acceptent de soutenir encore, de donner encore, même de faire des dons après avoir vu la chasse des mecs. Ils donnent encore leur confiance et leur thune. Mais les gars, si on continue là-dedans, rien ne va changer. Et de toute façon, le cinéma, il est mort. Hein, clairement, il est mort. Je vois pas de rebond, c'est impossible. Tel que c'est parti, il n'y aura pas de rebond. C'est terminé. T'as plus d'acteurs, t'as plus de réalisateurs, t'as même plus les scénarios. Tu vois, quand t'as plus aucun des trois, qu'est-ce que tu fais? Et même les compositeurs qu'on a en France sont nuls à chier. Ouais, il y en a peu, il y en a des très bons, mais soit ils partent à Hollywood. Si on me dit, non mais on me dit des plats, quoi. Bah moi j'aime bien des plats, tu sais. Non, mais est-ce que c'est Vangelis? Est-ce que c'est Non, John mais Williams, quand il bosse chez Florent Emilio Siri, qui est un très bon réalisateur, des fois il fait de super musique. Du coup, encore une fois, il faut des bons projets. Enfin, tu vois, chez Emilio Siri, si tu regardes Clo-Clo, la musique c'est quoi qu'on retient? Ah bah les thèmes de Claude François, mais le thème de Clo-Clo est très beau. Et quand il commence à se mélanger à My Way sur la fin, putain, ça ressemble à du cinéma. Ça commence à décoller à toutes les fois, alors que j'en ai rien à foutre de Claude François. Parce que tu pars d'un truc qui est très inspirant, qui est Claude François. Ouais, mais moi, tu vois, Claude François, moi, il m'a montré le truc inspirant parce que le film est réussi. Sinon, j'en ai rien à faire. C'est le film m'a fait monter une mayonnaise et m'a intéressé à quelque chose parce qu'il a su trouver un angle ambitieux sur un sujet qui à la base n'était pas sexy pour moi.
Et ça, j'aimerais que ça arrive plus souvent. C'était pas sexy Claude François pour toi? Pour moi, c'était pas sexy. Et tu vois, pour pourtant, moi, tu vois, il est sorti bon, en... je l'ai vu. Il est sorti en quelle année? 2012. 2012, Sérieux? je crois, Aussi ouais. récemment que ça? Excusez-nous encore une coupe. Flavien, j'étais sur un truc genre Vangelis. Ouais, c'est ça. Je suis plus très sûr. Ouais. Mais on n'a pas d'équivalent à Vangelis. On n'a pas d'équivalent à Vangelis, donc genre, c'est très spécifique Vangelis. Ouais. Donc on n'a rien. On a des bons compositeurs dans le jeu vidéo, par exemple. Ouais, Qui arrivent pas, enfin, si ça se trouve, ils ne veulent pas bosser dans le cinéma. Et les autres, ils partent à Hollywood. Bien sûr. Ou au Mexique. Non mais on n'a rien, on n'a plus rien. Les salles de cinéma sont fermées actuellement. Ça ne Dieu dérange sait, personne. Dieu sait quand elles vont réouvrir, j'espère le plus tôt possible quand même. Non mais parce qu'il faut soutenir les exploitants avant tout. Tout à fait, C'est important. J'adore ça, toi aussi. Mais tu vois, finalement, voilà, le cinéma français, c'est une planque pour gagner facilement de la thune. C'est évident. Je crois que beaucoup, en fait, n'ont aucune ambition. Non mais ils veulent plus, ils ont laissé tomber. Par rapport à nos goûts, ce qu'on aimerait, ce qu'on attend du cinéma, et d'ailleurs, ce que la plupart des gens attendent du cinéma, parce qu'en général, quand les gens parlent des grands films de l'histoire ou de leurs films préférés ou de choses comme ça, c'est quand même il y a quand même une certaine sensibilité qui revient. Une sensibilité qui, vous le remarquerez, ne correspond pas du tout à ce qu'on a décrit de 100% bio ou la face cachée. Bien sûr, et même quand tu regardes, quand je vois les jeunes qui parlent de séries télé, c'est tout le temps des trucs américains. Et c'est tout le temps des scénarios assez chiadés avec des personnages complexes, ça correspond pas du tout au format des films actuels. Pas du tout. Donc clairement, la clientèle elle est plus là. C'est ça. Donc voilà, si il n'y a pas un sursaut des producteurs, je ne vois aucun avenir pour le cinéma, c'est terminé. Cinéma américain, je serais un peu moins pessimiste, même si c'est quand même très mal barré, hein, ça se bat en couille depuis bien 15 ans là aussi. Après, il y a quand même un peu plus de potentiel. Bien sûr. Puis il y a du budget, en fait, il y a du budget chez les Américains. Nous, on met pas, en fait, on met des thunes, mais pas au bon endroit. C'est ça. On met pas les thunes pour faire des décors d'ambition, pour créer du genre, pour vraiment imprimer la pellicule. Même le côté historique, tu vois. Pour un Ouais. Dupontel qui met des années à monter Au revoir là-haut, qu'on aime ou pas le film, encore une Alors, fois. je l'ai c'est pas un vu, gros- est-ce que ça vaut le coup? Pour le coup, on voit les sous à l'écran. Vraiment. C'est-à-dire que Et- le film a un budget, il est impressionnant. Et ça t'a plu ou pas, vraiment? Pas beaucoup. Mais j'adore Dupontel, celui-là m'a pas beaucoup plumé. En tout cas, la tentative est ultra louable et c'est un grand film populaire français. Donc là, pour le coup, mais c'est des exceptions à chaque fois. Ouais, bah Dans ouais. ce genre de budget, alors qu'il a dû coûter moins cher que le dernier Danny Boone. Oui, après, t'as le cachet des acteurs qui... Ouais, mais ça, c'est quand même un souci. Enfin, c'est un débat qui a été fait 1 milliard de fois, mais ça rentre beaucoup. Et je pense que c'est pas complètement déconnecté du fait que les acteurs deviennent réalisateurs. Oui, bien sûr, mais après, tu te rends compte aussi le cachet que certains demandent, genre 1 million d'euros. 1 million d'euros. Tu te rends compte pour Et une vrai? image. Je vais pas critiquer Karine Viard dans le film de Campan, c'est pas sa faute. Elle a été embauchée, elle a fait son rôle, elle a fait sa partition. Je sais pas comment elle a touché pour ce rôle, mais quand on offre ce genre de prestation, est-ce que ça vaut ne serait-ce que 1 euro? Non, en fait, tu payes la carte collector, tu payes le Padidi, quoi. Tu payes pas... Est-ce que Un rôle. moi je pose encore une question aux gens, est-ce qu'il y a un de ces acteurs qui vous fait vraiment rêver? Rêver. Tu vois, genre Alain Delon a fait rêver beaucoup de gens. Bien sûr, Nino Ventura aussi, bien sûr. dans un autre genre. Belmondo, Ouais. Lanvin, enfin, on peut en citer plein. Mais écoute, aujourd'hui, par exemple, un qui touche à l'international, c'est Dujardin. Mais est-ce que Dujardin fait rêver? Est-ce que c'est ça son premier... tu vois, des Omar Sy, des Dujardin, est-ce que c'est des gens qui font rêver? Ils Bah, ont un truc avec le public, il y a vraiment une connexion. Il a le côté, si tu veux, Dujardin, il a le côté classe à la Clooney, Ouais. à la française. Ah ouais. C'est pas pour rien, on l'avait pris dans quel C'est film dans le Loup de Wall Street. Ah ouais, Ouais, C'était- où il Ah joue un putain, je crois que c'était trader, au Challenge 11, tu vois, non mais c'était Clooney qui était Là, dedans. c'était Vincent Cassel, Ouais. le Et français, Vincent Cassel, pardon. l'autre français charismatique qui marchait à l'international. Absolument. Le problème de Dujardin, en fait, c'est un peu le problème que j'ai avec les inconnus, c'est qu'il est trop connoté, un gars, une fille pour moi, et ou c'est nous. Enfin, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Complètement. Il est quand même moins bon C'est- dans les films sérieux qu'en comédie. C'est pour ça qu'OSS 117, ça va, parce que là, c'est totalement son personnage, ça peut passer. Il maîtrise très bien. Mais c'est vrai, quand il fait quelque chose de très sérieux, Ouais. j'ai du mal. Ouais, moi aussi, j'ai un petit peu plus de mal. Bref, Flavien, est-ce que tu as des choses à ajouter, des trucs qui te passent par la tête? Si tu veux, là, on peut faire les 2 minutes de haine contre ce cinéma français, parce que toi, t'aurais aimé faire des films. Bah, je pense que ça s'entend. De toute manière, je pense qu'on va se le manger dans les commentaires de cette Oui, vidéo, vous êtes des réalisateurs vous êtes des ratés. réalisateurs ratés, c'est pas totalement faux, hein, déjà. Oui. Mais c'est pas faute ça n'empêche pas d'essayer d'avoir un point de vue extérieur. Avant tout, c'est parce qu'on aime le cinéma et qu'on aime voir des films. Et qu'on aimerait bien être représenté Bien sûr. dans ce pays, au-delà du fait de vouloir faire du cinéma ou pas. Ah oui, moi, c'est pas de la jalousie ou quoi que ce soit, c'est pas un truc malsain, c'est du ras-le-bol et de l'énervement qu'on n'ait pas autre chose et mieux dans notre pays. Mais c'est ça, sachant qu'on peut, on a les meilleurs techniciens du monde, on a les meilleurs gens des effets spéciaux du monde, on a parmi les meilleurs compositeurs du monde, notamment en jeux vidéo, des choses comme ça. En fait, il y a plein de viviers de talent dans tous les sens.
Et j'ai l'impression que pour le coup, il est complètement, enfin en tout cas sous-exploité à mort. Bien On sûr. retrouve des choses sur internet parfois, mais ce n'a pas. Il y a un problème d'échelle en fait. Les choses ne sont pas à la bonne échelle. Il y a des gens qui auraient dû beaucoup plus cartonner. Moi, j'ai pas essayé d'être réalisateur, tu vois. Quand on est sorti de cette école de cinéma, j'ai bossé en télé et j'ai très vite compris comment ça marchait. Et c'était pas pour moi. Ouais. Je pouvais pas accepter de vendre mon cul, de faire semblant de lier des amitiés avec machin que je supportais pas. Je pouvais pas. Donc j'ai jamais essayé en fait. Mais tu vois, j'ai toujours cette fibre de réalisateur de vouloir faire des choses, mais pas tu vois, je te dis pas ça à la campagne, genre moi, je veux faire un film, j'ai compris le sens de la vie. Non mais si on me donnait le pognon, je sais que je ferais un truc un peu plus divertissant et rigolo. Je sais comme pas. si c'était ta life. Non aussi. mais tu sais après quand on fait son premier film, on peut avoir des idées, les meilleures intentions du monde, avoir un certain petit talent sur des petites productions. Maintenant quand tu diriges une équipe, quand t'as t'as 10 millions d'euros, on va prendre un budget standard français, et que t'as des pointures, tu as des acteurs qui ont tous leur caractère, etc., toute une équipe à gérer, peut-être que tu vas faire une merde. Si ça se trouve, je ferai une merde, j'en ai aucun moyen de le savoir. Mais en termes de scénario, voilà, d'ambition, Le travail. voilà, clairement je sais que ça ferait pas. Surtout d'appréhension du cinéma, Ça de ferait- la oui. manière dont t'aborderais le truc. Mais ça ferait pas la face cachée, tu vois. Parce que oui, c'est pas trop d'envie ça. Non, mais je vois, tu vois, je me suis amusé à un truc et on a tourné ça vraiment à la sauvette. On a fait un petit pastiche de Terminator 2 Ouais. dans la nouvelle ère. Mais on a tourné ça en 2 heures et je voulais juste tester un petit peu un truc très simple. Et je me suis dit, putain, ça rend quand même pas mal, tu vois. Je me Ouais. suis dit, avec du vrai budget, et si on faisait un truc vraiment sérieux, ouais, on pourrait le faire après. Est-ce que j'arriverai à diriger tout le monde, les acteurs et tout, ça j'en sais rien. Ça c'est de Je- l'expérience. Voilà, Et que moi, si j'ai- tu laisses pas les gens faire leur expérience. Après, t'apprends sur le tas évidemment, mais là je parle pas de moi, je suis pas en train d'essayer de me vendre, je m'en fous. De toute façon, je suis trop vieux maintenant. Mais simplement là, je regrette que on n'ait pas une étincelle. Et toi, donc t'as essayé un petit peu, est-ce que Bien tu veux un peu sûr. témoigner de. Bon, témoigner d'or. Non, mais ton expérience avec ce milieu. De gens, je pense que j'ai essayé, j'avais beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et on essaye un petit peu de faire des choses, et puis tu te retrouves forcément confronté à un mur, surtout quand tes envies sortent un petit peu des standards. Par exemple, moi j'adore les comédies d'horreur. Il n'y en a pas beaucoup en France, des comédies d'horreur par exemple. Et quand on pense comédie d'horreur en France, je sais pas, un des derniers exemples qu'on a eu, c'est genre Les Dents de la Nuit. Donc c'est compliqué, on en revient à des espèces de comédies pipi caca qui n'ont pas spécialement d'ambition artistique, ce genre de choses. Et par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, et du coup forcément c'est fatalement plus bouché, et puis ça demande beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, et puis aussi des opportunités. Et T'as déjà essayé d'envoyer des scénarios à une boîte de prod? Évidemment, on envoie des scénarios à plein de boîtes de Comment ça se prod, passe pour toi? j'ai Comment fait ça s'est le passé pour CNC toi? avec ma pote, ça dépend. Soit les producteurs, enfin, le truc, par exemple, je vais donner une anecdote avec le CNC, parce que ça donnera un bon exemple de comment ça peut fonctionner, mais c'est totalement de l'aléatoire. J'avais écrit un scénario de science-fiction il y a quelques années, un court-métrage de science-fiction, qui, il me semble, était plutôt pas mal. Le scénario, les gens avec qui je l'avais fait lire, les retours étaient très bons. Et c'est etc. quoi le pitch? Ça parlait de quoi? Ça parlait d'un rite de passage à l'âge adulte d'un grand frère qui apprenait à son petit frère à défoncer une androïde. Voilà, dans un futur où il y avait beaucoup d'androïdes. Il y a un petit côté, le futur de Trunks, l'histoire de Trunks. C'est possible. Sangohan et Trunks. C'est possible. qu'il y ait ce truc-là qui soit enfoui de quelque part. Et du coup, j'ai essayé le CNC avec ça, en se disant évidemment que ça va être compliqué d'avoir des aides à l'écriture, par exemple du CNC, pour produire ce court-métrage. Notamment, on avait testé pour le faire en stéréoscopie, parce que la 3D était en plein boom à l'époque, et que c'était possible aussi de grappiller des subventions de ce côté-là, surtout s'il y avait un projet artistique complet. Le problème, c'est que, par exemple, j'ai fait la première étape du CNC, et après, j'ai appelé le jury au téléphone, les différents membres du jury, pour avoir les différents retours. Et le problème, c'est que, par exemple, j'ai eu 2 retours différents pour ce scénario de science-fiction. Il y en a un qui me disait on sent qu'il n'y a pas assez d'influence, il faut que vous lisiez plus de science-fiction, que vous regardiez plus de science-fiction, que vous voyez ce qui se fait pour que votre truc soit plus solide. Et une autre personne, le même jour, qui m'a dit on sent trop les influences, on sent trop que t'aimes la science-fiction, que t'as lu plein de trucs, que c'est trop bourré de choses, il faut que ça soit moins sous influence. Et en fait, qu'est-ce que tu veux que je retire par exemple d'un retour comme ça? Le retour comme ça, tu retaffes ton truc, mais tu le retaffes dans quel sens? Mais ça, c'est quand même génial, tu sais, les mecs qui te font, qui t'apprennent la vie, qui t'apprennent la culture, comment agencer les temps. Mais moi, ça me fait marrer. Non, ça me fait marrer parce qu'après, quand tu vois ce qui ressort, quand tu vois tout ce qui ressort en France,
tu te dis comment ça a passé la validation. Bah, en fait, c'est tellement écrémé, c'est tellement retravaillé, il y a tellement de gens qui donnent leurs différents avis et ça cherche tellement, tu vois, à passer en qu'au final, ça affadit complètement la chose et c'est vrai que tu te retrouves avec des projets qui n'ont plus d'intensité. Ça, c'est ce que j'avais dit plein de fois. Et d'ailleurs, on a eu un avant Gualesra, c'est que quand t'as 10 personnes qui se prennent la tête, tu vois, sur quelle est la direction à prendre, comment on va faire le truc, comment on écrit ça, moi, et puis t'as toujours des mecs qui disent, oui, moi je pense que le perso doit faire ça, ah ouais, j'aime l'idée, ah ouais, c'est vachement bien. Tu vois, cette espèce de brainstorming à la con, au final, ça sera jamais aussi efficace que la vision d'un auteur. Et il y a un mec qui s'était bien démerdé à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de lui, c'était Vincent, on dira pas son nom. Bien sûr, Vincent, qui avait toujours là, on t'embrasse. Qui avait son univers, tu vois, il avait son œil. Ouais, pour le coup, c'était un artiste. Parce qu'il faisait son truc tout seul. Tout seul. Lui, il est arrivé à s'affranchir des réunions, tu vois. Tout à fait. Il avait son ton et les gens lui faisaient confiance. Ouais. Mais il y a toujours des artistes qui arrivent à faire des choses et tu te dis putain, mais c'est à ces gens-là qu'il faut laisser la chance parce qu'il y a une identité, il y a vraiment quelque chose. Et normalement, c'est fait pour expérimenter aussi le cinéma et ses arts visuels. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de place de l'expérimentation parce que ça brasse une thune pas possible et que forcément, il faut de la confiance et il faut du retour sur investissement. C'est normalement à ça que sert le CNC. On a un mec comme ça, tu vois, donc lui, je sais qu'il passe pas par les systèmes de production standard, mais donc on va revenir sur Dupieux. Mais là, quand tu vois la bande-annonce avec la mouche, là... Oui, bah ça a l'air d'être une comédie populaire française un peu plus originale. Je dis pas que ça va être à chier, hein. C'est pas que je déteste ces films, c'est simplement qu'en fait, c'est ce qu'on a fait avec la Nouvelle Ère un peu, tu vois. C'est du petit budget. Ouais. Non mais c'est le genre de truc que j'attends de voir sur YouTube. Mais c'est pas un film de cinéma. Après, évidemment, si je compare ça à 100% bio, voilà. La face cachée, tu vois, on cite ces exemples parce que là c'est très frais. mais si, évidemment, si je compare à ça, je vois que c'est autre chose, c'est notre proposition, je respecte. Mais ça reste du format YouTube. Tu vois, c'est pas... Mais au moins il y a un travail... C'est pas Le Parrain, si tu veux. Bien je sais que j'en attends trop, là, j'en demande trop, mais... Bien sûr, mais c'est vrai que pour faire des parrains, il faut faire plein de parrains nuls, tu vois, pour qu'il y ait un parrain qui émerge. Mais ils les produisent pas ces parrains nuls avant qu'il y en ait un qui fasse un vrai gros parrain. Et ça profite à qui tout ça? Au Bougnou, le Rastaquaire, j'ai pas raison? Merci. Non mais je vois pas, je vois pas d'avenir et je pense que ça sera la dernière vidéo que je ferai sur le sujet parce que bon, vous avez compris mon point de vue. Je crois qu'il fallait en rajouter un petit peu, une dernière couche parce que c'est au public de faire changer les choses. En fait, j'ai le même message à faire passer sur ce cinéma français que sur YouTube. Il faut vraiment que le public mette les bonnes personnes en avant. C'est vraiment important, tu vois. Après, si ça vous va dans l'ensemble, très bien. Hein. Si les gens sont satisfaits. Mais oui, mais... Tant mieux. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis complètement déconnecté de la réalité que je me rends pas compte. Et je sais bien, après, tu sais, il y a aussi des gens qui connaissent pas du tout la chaîne qui vont dire putain, mais qu'est-ce que c'est que ces deux snobinards qui mais c'est ça, critiquent ces films. Évidemment qu'il y a forcément des lacunes, on peut pas tout voir par exemple, mais il y a quand même un ressenti qui je pense est partagé par pas mal de gens dans ce truc là, parce que on aime tous les mêmes films fondamentalement dans notre grosse culture, en tout cas notre génération. Ouais, bien sûr. Il y a quand même un manque, il y a un truc où on ne se sent pas représenté, on sent que c'est pas fait par des gens forcément comme nous, et quand ça arrive c'est une fois tous les 10 ans. Ils sont diff alors. C'est pas des gens, non mais c'est l'entre-soi, c'est le milieu bobo parisien. Puis, je vais te dire ce qui m'énerve le plus par-dessus tout en fait. Ouais. Parce que cette vidéo, elle est née d'un truc, c'est mon ras-le-bol. Je crois que ça a commencé à naître avec les vidéos d'Isadora Duncan. Parce que même si je soupçonnais beaucoup de choses et que j'avais vu certains trucs, tu vois, en fait, une de mes expériences, un projet qu'on a essayé de vendre, mais c'était pas mon projet, c'était Morgan. Lui, il avait fait un documentaire sur les États-Unis. Ouais. Il était parti à New York. Il avait fait un truc qui se tenait, tu vois, c'était pas trop mal. C'était c'est quoi le rêve américain et essayer de donner un peu, de transmettre ses valeurs aux Français. Parce qu'on a un problème en France sur le pognon, sur l'ambition, la réussite. Et son documentaire essayait de montrer ces valeurs américaines d'une manière améliorative pour les Français. Et on allait voir un producteur, mais tu sais vraiment le mec, t'aurais envie de baffer, qui en plus anciennement bossait sur une chaîne de jeunes, des dessins animés, je crois que c'était Jimmy, Canal Jimmy. Ouais. Mais bref, un mec d'une prétention hallucinante, il regarde ça, et il y avait l'autre producteur à côté, et moi j'avais fait une petite musique témoin parce qu'on n'avait pas encore trouvé de compositeur, et il dit c'est qui le sous Chopin là Et je dis bah c'est moi. Le petit mépris. Ouais. Et surtout en fait, l'autre là, le producteur principal nous dit mais non mais c'est bien, hein, y a du potentiel, mais il faut retourner ça complètement différemment.
faut montrer le point négatif des États-Unis. Là, il n'y a que du positif dans votre truc. Non, il nous faut du cynisme, il faut montrer tout le côté négatif des États-Unis. Tu vois l'état d'esprit bien franchouillard. Et je me suis dit, on peut pas dialoguer avec ces gens-là. On parle pas la même langue. C'est vrai que ça serait un autre sujet, mais c'est vrai qu'idéologiquement aussi, le cinéma français tourne autour des mêmes trucs. Alors que par exemple, on parle de cinéma de genre. Le cinéma de genre, à la base, c'est quand même un truc qui est quand même assez souvent subversif, et qui du coup va... Enfin, c'est compliqué de faire un film d'horreur bien pensant, par exemple. Ça fait pas des super films en général. Et regarde, on évoquait un film là sur la critique de Wonder Woman, c'est Doute. Chronique du sentiment politique. Avec Benjamin Biolay et Barbier là. Par la femme de Éric Barbier, exactement. Qui a réalisé le film. Ouais. Mais tu vois, quand tu vois ça, t'as tout compris. Ça, c'est le milieu dans lequel ça baigne, tout le cinéma. Une peinture des décideurs et de cette espèce d'intelligentsia hors sol. Et tu vois, en télé, tu croises des gens, tu vois un peu leur état d'esprit globalement. Un des seuls mecs que j'apprécie, c'est Harry Roselmack. Lui, je l'ai trouvé adorable. Bon, là, on s'éloigne un peu du cinéma, mais finalement, les milieux sont très consanguins. Tu vois, télé, cinéma, t'as des tremplins. Et ce qui était intéressant avec la chaîne d'Isadora Duncan, pour revenir sur lui, c'est qu'il montrait ces acteurs qui ne vivent pas dans la même réalité, qui se foutent du public. C'est comme Dubosc. Dubosc, tu sais, qui avait promis de faire une cagnotte pour les Gilets jaunes. Il se fait interpeller par Isadora Duncan et il dit alors la cagnotte Litchi, ça avance. Ah oui, on en a parlé. On a des idées. Je vous recontacterai. En tout cas, lâchez rien. Tu sais, mais avec un sourire ultra hypocrite, ils en ont rien à foutre de leur public. Et finalement, là, ce qui m'a énervé à fond cette année, avec la crise du Covid, t'as beaucoup de ces acteurs, de ces réalisateurs-producteurs qui touchent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ils ont un public qui les ont aimés, qui ont soutenu tous ces films. Tout à fait. Pendant ne serait-ce que le premier confinement, il n'y en a pas un. Si, il y en a un, Vincent Lindon. Ouais. Un mec qui a l'air super bien. Mais tu vois, il n'y a pas eu cet élan de faire une cagnotte pour les gens qui sont vraiment dans la merde avec la situation actuelle. Et là, on va peut-être arriver au 3e confinement. On a eu un 2e en novembre. Peut-être là, c'est le 3e. En tout cas, la situation est catastrophique pour plein de gens. Ces gens-là, dont les commerces ferment, t'as une large partie de ces personnes qui consomment ce cinéma français, qui ont mis leurs petites économies, tu vois, pour soutenir des films. C'est leur culture. Ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une solidarité de renvoyer, parce que ces mecs se prétendent gauchistes tout le temps, tu vois. Non mais, quand tu regardes par exemple l'excellente émission d'Ardisson, là, 93 Faubourg Saint-Honoré, c'était intéressant parce que... c'était une plongée sociologique totale, ouais. Tu vois, cette émission a moins énervé que l'émission, comment ça s'appelle, C'est à vous, je sais plus quoi, parce que là c'est sur la 5, et les mecs mangent des plats mais laissent tomber à des heures de grandes écoutes, c'est insupportable. Ardisson, tu vois, t'as le côté, le mec c'est un royaliste, il fait ça sur une chaîne privée à l'époque, et donc il invite tout ce milieu bobo parisien. Il se cache pas, Voilà, ils s'en cachent pas. C'est marrant de voir ça, et donc ces gens, ils se font payer quelque part, tu vois, directement par le public, qui a pas forcément beaucoup d'argent. Et il se revendique dans les dîners d'Ardisson, à l'époque là, de Ségolène Sarkozy. Ah oui, moi je vais voter Ségolène. C'est important, non mais tu comprends, on vit dans une époque dure. Ils sont déconnectés total. Et finalement, quand on est dans une vraie crise, ces mecs-là, c'est les derniers à aider la population. Ils font rien. Et même des gens qui se prétendent communistes, qui font des vidéos YouTube, rien. Il n'y a pas le moindre élan, tu vois, la moindre proposition de s'unir, de dire tiens, je suis Danny Boone, je mets 500 000 € dans une cagnotte, moi je suis Gérard Jugnot, plutôt que d'insulter Jean-Marie Bigard qui représente un peu le peuple quand même, mine de rien, bien sûr. Je donne 500 000, on pourrait arriver à une cagnotte facilement qui atteint les 20 millions. Ouais, bien sûr. Il y a des mecs comme Hanouna par exemple qui font ça, ils se font défoncer en se faisant traiter de populistes quand ils le font, mais parce que ça joue aussi d'un mouvement marketing médiatique. Mine de rien, Hanouna, tu vois, on peut le critiquer sur plein de trucs, il a l'air... Tu vois, d'être un peu à l'écoute. Mais je suis très déçu de voir que tous ces acteurs... Ça c'est sûr, ne font rien. Ce sont des privilégiés. Ils font rien, et par contre, quand c'est le moment de vendre leur film, tu les vois invités dans des radios, sur des plateaux de télé, tu vois, avec des mecs hyper hypocrites qui leur cirent les pompes pour leur nouvelle merde. Et à bouffer. Et je compte sur vous vraiment. Ah, le public me donne tellement, on nous arrête dans la rue, c'est adorable. Et jamais le retour du bâton, tu vois. Ça me... Mais si vous voulez voir comment ça se passe vraiment dans le cinéma français avec les acteurs, il y a un réalisateur belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabrice Duwels, c'est celui qui a fait par exemple Calvaire et Vignane, et il a fait un jour son premier film de studio qui s'appelle Colt 45, qui est un gros budget chez Thomas Langman, avec Joe Star et Gérard Lanvin. Ça s'est extrêmement mal passé sur le tournage et Fabrice Duwels l'a raconté à de nombreuses reprises. Je vous conseille d'aller chercher ses interviews, qu'elles soient audio ou écrites, où il raconte comment ça se passait
le tournage avec Gérard Lanvin et Joe Star, ce que c'est d'avoir des acteurs qui sont payés 50 000 € par jour, ce que c'est d'être sur une grosse production, et à quel point ces gens ont un confort de vie, ne font aucun effort, et comme ça tue le processus artistique en fait. Parce que c'est un business, c'est une rente, c'est un métier. Et en fait le problème c'est un métier, c'est une industrie, et ça fout tout en l'air, parce que ça a toujours été l'équilibre tendu entre le fait que ce soit une industrie et le désir artistique, qui faisait une tension artistique, qui créait des choses intéressantes. Mais en ce moment, dans le cinéma français, en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça donne en termes de résultats et les différents retours, parce qu'on est à l'ère du médiatique, donc les gens ouvrent beaucoup plus leur gueule, j'ai l'impression que c'est complètement biaisé ce truc-là, et que ça fout en l'air les projets. Absolument, mais je salue Benjamin Childon qui a participé à la BO de Col 45. Tout à fait. Je le salue. Mais voilà, non, écoutez, un milieu extrêmement égoïste qui produit merde sur merde, qu'on invite, à qui on cire les pompes. Moi, tu vois, non mais vraiment, en voyant, parce que cette année a cristallisé beaucoup de choses, et des mecs sont ressortis. Ouais. Beaucoup de gens ont coulé, hein, comme je m'y attendais. Mais tu vois, finalement, je suis pas déçu, parce qu'un mec comme Lucchini, ouais, qui lui se prétend de droite, etc., lui, à la limite, ouvertement, il dit, voilà, moi j'ai une baraque à l'île Dorée, il y a que des cons, machin. Il est ouvertement comme ça. Il parle du fait de gagner énormément de thunes, de son rapport à l'argent, de la culpabilité bourgeoise. Il parle de toutes ces choses-là, il exprime tout. Et finalement, il n'hésite pas à ouvrir sa gueule. Ça, j'aime, ouais, tu vois. Comme Billard, tu vois, on peut reprocher ce qu'on veut. J'aime les gens, au moins la couleur est claire, et qui sont pas dans une posture de gauchiste. Et finalement, là, tu les vois, toute cette année, ils ont fermé leur gueule. Par contre, quand on les invite pour parler de leur film, ils sont là. Ouais, bien sûr. Mais pas un mot, tu vois, sur... Et sinon, oh oui, c'est terrible ce qui se passe. Mais rien, mais unissez-vous les mecs, vous pouvez réunir beaucoup de pognon ensemble, faites quelque chose. Surtout qu'ils font partie d'un milieu où tout le monde est en train de crever. Bien sûr. Tous les petits artistes, les petits comédiens, les comédiens de théâtre, les marionnettistes, ce qu'on veut, tous les milieux artistiques sont en train de crever. Et attention, hein, je dis pas qu'ils sont pas du tout responsables de la situation, c'est simplement, ils pourraient faire quelque chose en s'unissant. Et je vois rien. Il n'y a aucune solidarité, il n'y a rien. Ouais. C'est zéro. Et moi, tu vois, quand j'ai vu ça cette année, je veux boycotter absolument tous leurs projets, tu vois. Je veux plus donner un centime. Là, clairement, si les cinémas réouvrent, le cinéma français, je dis pas que j'irai plus jamais en voir, mais il y a des acteurs là que j'ai entendus, mais eux, c'est mort. Si jamais ils participent au film, plus jamais, terminé. Dont François Cluzet, par exemple, tu vois. Il en fait partie. Il n'a pas besoin de nos vues, tu vois. Ah bah non, il n'en a pas besoin, de toute façon, ils sont déjà blindés, ces gens-là. Ils sont dans un autre monde. Bref, Flavien, on va conclure. On va conclure. Le mot de la fin, est-ce qu'on laisserait pas le mot de la fin à la personne qui résume tout ici, qui le fera encore mieux que nous. Voilà, et qui permettra d'arrêter ces faux raccords insupportables. Si vous avez vu la vidéo en entier, n'hésitez pas à noter les différents faux raccords et mettez-le en commentaire, comme ça on verra si vous avez maté ça jusqu'au bout. Mais croyez-moi, tout est voulu. On est des auteurs, on est des artistes, on est des professionnels. On est des oufs. Bah Flavien, c'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt, messieurs, dames. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous ressentez profondément. Et à la prochaine. Ciao. Enfin bref, moi je me retourne, le cinéma français, arrêtez quoi, arrêtez de faire des choses, faites, où sont où sont le singe en hiver, ces films, le cinéma, on est le cinéma entre guillemets, on est le peuple de Melville qui a fait des films comme Le Samouraï, qui ont entre guillemets inspiré les plus grands cinéastes américains, et qu'est-ce qu'on a? Nous avons Enfin bref, moi I'm fed up of this world, je quitte ces trucs. Au revoir, merci, plus jamais.